Je crois que j'aime plus la vie aujourd'hui. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Adèle Van Riet. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Adèle a animé pendant 6 ans l'émission Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Inter avant de prendre la direction de la radio en septembre 2022. Est-ce qu'on privilégie la vie ou la liberté ? Adèle est donc philosophe, chroniqueuse et essayiste. Et ce que j'aime dans son parcours, c'est qu'elle rend la philosophie accessible. Est-ce que l'absence de douleur suffit à parler de bonheur ? Est-ce que l'absence de guerre suffit à parler de paix ? Dans cet épisode, on se pose les questions auxquelles on n'a pas souvent les réponses. Comment affronter le deuil ? Comment dépasser la peur de la mort ? Comment accepter ses émotions ? On se dit que si la tristesse disparaît, on aura tout perdu. Adèle nous partage l'expérience intime de la perte de son père, au moment même où elle apprend sa nouvelle grossesse. C'est troublant, un corps qui disparaît, un corps qui apparaît, un dernier souffle, un premier souffle. Quand on les vit vraiment, de manière aussi proche, on n'en sort pas indemne. Comment accueillir la vie au moment même où on lui dit au revoir ? C'est toutes ces questions passionnantes que l'on aborde dans ce nouvel épisode d'InPower. Pourquoi crever, c'est mieux que mourir ? Si le podcast vous plaît, c'est en parlant autour de vous que vous lui permettez de grandir, alors n'hésitez pas à l'envoyer à 2 amis autour de vous qu'il pourrait aider. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adèle Van Riet. Bonjour Adèle. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de vous accueillir à ce micro. Je crois que vous êtes la première philosophe, mais en fait, philosophe est pour le coup un terme vraiment qui vaut pour tous les sexes. Écoutez, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. J'ai jamais réussi à répondre à cette question. Là, c'est dont vous le souhaitez. Ouais, je sais, mais en fait, j'en sais rien parce que je trouve que dès qu'on se présente, on n'est jamais exhaustif et on dit des choses de nous qui peuvent paraître un détail et je ne sais pas du tout ce que j'aurais envie qu'on sache de moi aujourd'hui. Vous voyez, dans la présentation, il y a 1000 façons de se présenter et voilà. Donc, généralement, je laisse aux autres le soin de le faire. D'accord. Exactement. Ah oui, donc ouais. Parce qu'en fait, je ne pourrais jamais dire autant que vous ne pourrez le dire, parce que je sais juste que vous êtes philosophe, que vous êtes mère, que vous dirigez France Inter, mais parfois, les personnes vont préciser, je ne sais pas, leur passion, leur hobby, ce qui les touche, ce qui les énerve. Mais on a le droit de, pour l'instant, vous présenter comme ça, et après, au fur et à mesure de la conversation, on vous découvrira. Hein. Voilà, faisons ça. Ça me va aussi très bien. J'ai reçu, du coup, récemment, votre dernier livre, Inconsolable, qui est paru aux éditions Gallimard, que j'ai beaucoup apprécié, que c'était un des premiers livres, en fait, j'avoue, on va dire triste, que j'ai lu, parce que j'ai tendance à rechercher plutôt l'évasion dans ce que je lis, ou alors la réflexion, et au fond ça en faisait partie, mais ça a demandé un vrai effort de ma part de me confronter en fait beaucoup de tristesse, beaucoup de sujets difficiles. Est-ce que vous aviez vraiment cette volonté de démocratiser, on va dire, les sujets qui sont en fait moins glamour, qui sont moins abordés, qui sont aussi plus complexes ? Je dirais pas démocratiser parce que c'est par définition les sentiments, les émotions sont accessibles à tout le monde, donc elles le sont déjà. C'est pas comme si elles étaient accessibles qu'à certaines personnes et qu'il fallait les rendre accessibles à tous. Et c'est même plutôt le mouvement inverse qui est de puiser au plus intime de ce que j'ai pu vivre en faisant le pari que plus on était intime, plus on s'adressait à l'intimité du lecteur. Et c'est un paradoxe que j'ai découvert quand j'ai écrit mon premier livre, La vie ordinaire, où je me disais mais en fait je ne sais pas si ça va toucher des gens parce que c'est tellement intime ce que j'écris. Et je me suis rendu compte que c'est l'inverse, justement. C'est souvent, plus on est honnête avec soi-même et plus on essaye de trouver le mot juste pour décrire quelque chose, plus on parle directement à celui qui nous lit parce qu'il y a de fortes chances que lui ait vécu la même chose mais qu'il n'a pas mis les mots dessus et que ce lien-là entre celui qui écrit et celui qui lit se tisse de cette manière-là. Pour Inconsolable, je savais que j'étais en train de faire un livre dont la lecture serait sans doute douloureuse puisque l'idée était, entre autres choses, pas simplement, disons, de susciter la réflexion autour de ce que c'est qu'assister à la mort d'un père, ce que ça signifie et tout ce que ça engage dans notre rapport à l'existence, avec des réflexions plutôt philosophiques, mais aussi de saisir sur le vif cette tristesse anticipée avant que la personne soit morte, stupéfaite au moment de la mort et puis sidérale après la mort. Et c'est un pari qui est très bizarre, je le reconnais, parce qu'on se dit, mais a priori, pourquoi écrire là-dessus et pourquoi les gens voudraient lire ça, hein, parce que c'est pas du voyeurisme qui est suscité, je crois pas du tout. Et d'autant que je dis dès le départ que je sais très bien que c'est pas le fait d'écrire ni de lire qui va consoler. Donc quiconque aura vécu cette expérience-là, j'ai pas la prétention de le consoler. Et pourtant, j'ai écrit.
Et pourtant, les lecteurs peuvent y trouver une sorte de, je dirais, de compagnonnage. Parce que finalement, je crois que c'est ça, pour ça qu'on lit des livres, et peut-être pour ça qu'on en écrit, c'est pour être un peu moins seul. Et de savoir que d'autres personnes ont pu vivre ce qu'on a vécu, c'est déjà énorme. Et, y compris et surtout, quand c'est une expérience très très douloureuse, comme un chagrin aussi grand que celui qui est suscité par la perte d'un être cher, quoi. C'est sûr, je pense que c'est un des sentiments les plus, qui aide le plus, juste de réaliser qu'on n'est pas seul. Ça vaut pour, ça vaut pour vraiment beaucoup de sujets et les livres le permettent en effet. Moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est l'omniprésence de la tristesse dans ce livre, pas uniquement à cette période particulièrement douloureuse de votre vie, mais aussi dans l'enfance. Ça me semble un bon point de départ. En tout cas, vous partagez le fait que vous étiez une enfant triste. Et je me suis demandé ce qui caractérisait cette tristesse, si vous aviez réussi à la comprendre aujourd'hui, peut-être, des années plus tard. Parce qu'en tout cas, sur le coup, vous nous partagez le fait que vous ne saviez pas vraiment quoi en faire, en fait. Je dirais pas que j'étais une enfant triste, parce que je dis que j'étais une enfant joyeuse, bavarde, vive, mais que je sentais au fond de moi la présence d'une tristesse que j'arrivais pas à nommer. Et justement, si j'avais été une enfant triste et ouvertement triste, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème en un sens. Enfin, voilà, il y avait une espèce de transparence entre ce que j'aurais ressenti et l'image que je donnais aux autres. Alors que là, il y avait un conflit. Et cette tristesse-là, elle est très difficile à nommer. Et je postule que c'est en fait un état de fait qui nous caractérise tous dès la naissance, et qui est que nous sommes tous inconsolables. C'est le titre du livre. C'est-à-dire que j'émets l'hypothèse que nous naissons tous avec un manque, une perte, une fêlure, quelque chose qui fait que nous sommes en demande d'une forme de consolation ultime, pas juste un réconfort quand on vit quelque chose de douloureux, qu'on n'aura jamais. Une espèce de salvation Alors, je sais pas, j'essaie de mener l'enquête un peu dans le livre aussi, et à un moment, je dis peut-être que c'est parce que nous savons dès la naissance que nous allons mourir, même si on veut pas le savoir et qu'on passe notre vie à ne pas vouloir y penser, sauf quand on fait de la philo, parce que là, du coup, on se le prend vraiment devant les yeux, et qu'au fond, le fait qu'on n'ait pas accès à l'éternité, le savoir que notre vie ne va pas durer, qu'il y a notre finitude, et que donc la mort nous attend, est quelque chose qui peut pas nous laisser indemnes. Et peut-être est-ce de cette mort-là que nous souhaitons, la nôtre, que nous souhaitons être consolés. Et donc, par définition, nous ne pourrons pas être consolés. Je crois que c'est un moteur dans l'existence, parce que c'est sans doute aussi ce qui nous fait écrire, ce qui nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas sans ça. C'est un lieu commun que de dire que c'est le manque qui nous fait agir, que c'est le désir aussi qui nous fait agir. Si on était absolument comblé, satisfait par l'existence, on ne ferait pas grand-chose. C'est vrai. Et on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui parce qu'on saurait exactement où est-ce qu'on en est dans nos vies, on n'aurait pas besoin de le partager avec d'autres, personne n'écrirait de livres, personne n'écrirait de chansons, personne ne peindrait de tableaux, et on serait tous dans notre existence finalement assis confortablement dans le meilleur des mondes. Moi je ne sais pas si ce monde-là il me fait envie. Enfin non, je sais qu'il ne me fait pas envie. C'est vrai, et d'un autre côté, on aspire tous et toutes à rechercher une forme de paix, plénitude, et je reviendrai sur la paix parce que y a aussi un passage qui m'a interpellée dans la définition que vous lui donnez. Mais je crois que quand vous nous dites sur le papier tout était parfait, sous le papier la tristesse inavouable. Vous parlez justement de ces années d'enfance et d'adolescence, et en fait je me suis demandé si au final les objectifs qu'on recherchait dans nos vies, à savoir une sécurité financière, un travail épanouissant, la construction d'un foyer, étaient que des objectifs au final extérieurs à nous, et qu'on omettait peut-être un travail intérieur qui nous permettrait peut-être non pas de complètement dépasser cette tristesse, que je pense qu'en effet ce serait utopique de croire ça et pas forcément souhaitable, mais en tout cas d'être moins torturé, quoi. Parce que pour certains et certaines, c'est pas uniquement de la tristesse, c'est des névroses. Ouais. Et je trouve qu'on est peut-être trop encouragé à suivre des schémas et de cocher des cases plutôt que de chercher à l'intérieur à se confronter à nous-mêmes, en fait. Oui, vous avez raison. En fait, c'est deux plans très différents, parce que l'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait vouloir cocher des cases et grand bien nous fasse, tout en entamant un travail d'introspection ou de psychanalyse, qui est aussi un peu le même geste, enfin peut l'être, quels que soient les moyens d'ailleurs qu'on trouve pour y parvenir. Et même, je rejoindrais même ces deux plans-là, c'est que parfois, l'accomplissement intérieur que l'on peut souhaiter, par accomplissement, j'entends pas une performance, j'entends le fait de dénouer des choses qui sont douloureuses, peut avoir
peut être aidé par un accomplissement extérieur. Parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, se dire, mais ça ne sert à rien de cocher les cases et de réussir professionnellement, c'est à l'intérieur de nous, on est vraiment malheureux. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on va pouvoir entreprendre et qui va nous donner une bonne image de nous-mêmes est aussi un service qu'on se rend. Le problème serait de faire dépendre l'image de nous-mêmes uniquement des accomplissements extérieurs. Là, c'est une course perdue et qui va plutôt se retourner contre nous-mêmes. Mais si on arrive à voir d'un même mouvement le fait d'arriver, ce qui est le plus difficile, je trouve, hein, d'arriver à être honnête avec soi-même, c'est-à-dire de reconnaître quels sont ces obstacles-là et de prendre le temps de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui bloque et je vais devoir y aller, je vais devoir mettre les mains dedans, ça va être douloureux, mais je sais que si je le fais pas, je vais répéter dans ma vie sans cesse des schémas qui me bloqueront et j'arriverai pas, ne serait-ce, non pas à aller là où je veux aller, mais même à me poser la question de savoir où je veux aller. Peut-être même pour dire, finalement, je veux aller nulle part. Enfin, vraiment, il n'y a aucune réponse qui est préconstruite. Le plus important, me semble-t-il, c'est d'être en cohérence et en phase avec ce qu'on peut faire et avec son désir. Et ça, c'est vraiment le projet de toute une vie. Donc voilà, je n'opposerai pas les deux. Et je crois aussi qu'il faudrait faire attention à ne pas trop survaloriser la vie intérieure aux dépens de la vie extérieure. Ça peut aussi être un piège. Et ça peut aussi faire stagner. Voilà, parce qu'on n'est pas des êtres isolés dans le monde, on est vraiment en interaction permanente avec les autres, avec les activités, et travailler un domaine sans l'autre peut être contre-productif. Vous avez expérimenté ce travail de la vie intérieure ? Moi, je fais une analyse, donc une psychanalyse depuis longtemps maintenant, et je fais aucun prosélytisme en la matière parce que je crois vraiment que chacun fait comme il peut, comme il veut. En l'occurrence, ça m'a aidé. Ça m'aide encore aujourd'hui. Et je pense que ça m'a aidé à dénouer certaines choses. Je viens pas du tout d'une famille et d'un entourage où c'est une chose courante. La première fois que j'ai pris rendez-vous chez mon psy et que j'y suis allée, j'avais l'impression de trahir toute ma famille sur 50 générations. Donc c'était vraiment un acte très subversif. Et justement, ça m'a permis de me réconcilier avec ça et d'ailleurs de faire l'expérience et d'avoir la confirmation que c'était pas du tout une trahison d'ailleurs et que ça pouvait, certes, ça bouscule l'entourage, mais que... et puis généralement, ça a même des effets sur tout le monde. Vous savez, c'est Philippe Roth qui dit que quand un écrivain naît dans une famille, c'est le début de la catastrophe. C'est un peu pareil avec l'analyse. Très souvent, quand on commence une analyse dans une famille où personne n'en a fait, ça a des conséquences. Et voilà, donc moi, c'est la voie que j'ai choisie. À un moment où était assez particulièrement saillante des obstacles, des douleurs qui m'empêchaient, que j'arrivais pas à nommer, et puis j'avais pas de quoi elles m'empêchaient. C'était très obscur. Et vous avez vraiment trouvé... Après, c'est aussi, je pense, une question de génération et puis de nouvelles formes de thérapie qui sont apparues, mais si je rencontre un obstacle dans ma vie, c'est vrai que je vais pas forcément penser à la psychanalyse, parce que de ce qu'on m'en a dit, c'est des années avant de... En effet, mettre le doigt sur peut-être un gros nœud et de réussir à le dénouer. Et qu'aujourd'hui, en effet, on parle plus de thérapie comportementale. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu aussi le risque de la multitude de thérapies qui peuvent se développer, c'est qu'on ne sait même plus quoi choisir. Mais est-ce que vous avez vu en fait tout de suite les bénéfices dans votre vie ? Parce que quand on a un obstacle, généralement, on ne souhaite pas attendre 5 ans avant de pouvoir le dépasser, quoi. Oui, en fait, c'est une entreprise... personnel qui n'est pas comment dire, c'est pas la rentabilité immédiate qu'on cherche, c'est vrai, c'est pas j'ai un obstacle, je veux le franchir, donc on va me donner un cours ou 5 cours avec une coach ou un coach pour me dire comment faire. C'est vrai, c'est pas du tout cette approche là, c'est beaucoup plus souterrain et dans une temporalité qui est beaucoup plus longue, mais c'est aussi beaucoup plus profond. C'est pas une méthode qu'on applique en sachant exactement où on va. C'est même plutôt l'inverse. Quand on commence une analyse, on signe un contrat tacite avec soi-même, qui est qu'on va s'emmener quelque part, et ce quelque part, on ne sait pas où il va nous amener, justement, mais on sait que, finalement, naîtra de ce travail-là, parce que c'est un vrai travail, très douloureux aussi, il faut le dire, peut-être une rencontre avec soi-même, justement, avec ce que c'est que ce moi. Vous savez, en psychanalyse, c'est très schématique de dire ça, mais ça a aussi un sens. On distingue le moi, le ça et le surmoi. Le moi est celui qui pense avoir le contrôle. Le ça, c'est l'espèce de monstre béant avec toutes nos pulsions les plus sombres ou les plus animales. Et le surmoi, c'est celui qui veut cadrer tout ça et qui nous met des limites. Et le temps d'arriver à identifier à peu près comment ça fonctionne dans notre vie psychique, ça prend du temps. Et ça permet aussi quand même de mettre des mots sur des choses qui n'ont jamais été nommées, sans savoir encore une fois où on va, mais à essayer de créer de l'harmonie peut-être entre ces trois
c'est 3 personnes qui parlent en nous. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, et au-delà de la psychanalyse, que j'aime beaucoup. Qui vous intéresse beaucoup. Ça m'intéresse, mais même j'aime le dire parce que c'est pas une chose qu'on entend beaucoup, mais je crois vraiment qu'on est plusieurs, et je parle pas là de maladie mentale qui fait je parle pas des troubles de dissociation de la personnalité. Je parle du fait qu'on n'est pas les mêmes selon à qui on parle, selon les instants de la journée et selon l'endroit où on se trouve. Et que accueillir cette pluralité de voix en nous est plutôt une source d'apaisement que de troubles. Et voilà, ça permet ce genre de choses, et de dire des choses qu'on dirait jamais ailleurs. Des choses que je dirais pas à ce micro, que peut-être que je m'avouais pas à moi-même et que tout d'un coup je me suis entendue dire. Mais on n'est pas dans des révélations chocs à chaque fois. Parce qu'on a un peu ce fantasme-là de se dire, mais la psychanalyse, je me rends compte qu'en fait, il m'est arrivé ça dans mon enfance et que je suis traumatisée. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Du tout. Et vous avez jamais eu envie d'arrêter, entre guillemets? Après, je pense que là aussi, c'est ce rapport peut-être qui caractérise ma génération de rapidité, de volonté de résultat. Mais moi, j'avais commencé une psychanalyse, alors même si je pense qu'elle me l'a pas formulée comme ça, ma psy, que j'aimais beaucoup par ailleurs. Mais en fait, j'avais l'impression de tourner en rond, quoi. Et au bout d'un an, voilà, je lui dis, voilà, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai pas l'impression d'avancer. Et je sais pas, voilà, si c'est caractéristique de ma génération où en fait on veut tout de suite. Il y a un peu de ça, j'imagine, mais aussi juste voilà, une forme d'attente où moi juste aller raconter ma vie et ce qui s'est passé dans ma semaine chaque semaine, ça ne m'apportait pas grand-chose, quoi. Ouais. Bah, libre à vous. Oui, mais je crois pas que ce soit peut-être que c'est quelque chose de générationnel, mais je crois pas. Je pense que si moi aussi, au bout d'un an, j'avais eu l'impression que ça m'apportait rien, j'aurais arrêté. Tout simplement. Après, y a des moments où je me suis dit, mais en fait, là, je crois que c'est bon. Puis après, je me dis, non, en fait, c'est pas bon. Il y a des jours où j'ai moins envie d'y aller. Il y a des jours, enfin, c'est pas du tout constant. Mais l'avantage, c'est il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, le psy ou la psy, qui est là pour ça et à qui on peut dire tout ça. Et c'est là, peut-être aussi qu'il y a une mauvaise rencontre, parce qu'il faut trouver la bonne personne avec qui on a envie de parler ou qu'on rend témoin de notre discussion avec nous-mêmes. Donc, c'est quand même un acte de confiance incroyable. Ouais. Et peut-être que selon les tempéraments, selon le type de parole, et selon où on en est dans sa vie, parfois on peut avoir envie de quelqu'un qui intervient plus ou pas. Et parfois on peut sentir que ça peut nous agacer profondément que le psy à ce moment-là ne dit rien alors qu'on a vraiment envie de quelque chose. Ça m'est déjà arrivé. Et puis je sors de la séance et je me dis, enfin c'était plutôt il y a longtemps ça, et je me dis mais pourquoi je lui ai pas dit? Et c'est intéressant, je me dis mais en fait je ne me sens pas autorisée, on les paye quand même les psys. Je me sens pas autorisée à lui dire que là, ça m'énerve qu'ils ne disent rien. Et ça me renseigne sur moi-même. Et c'est ce qui fait que j'y retourne la semaine d'après. Parce que je me dis, mais au fond, quoi? Pourquoi je me sens pas autorisée? L'argent ne m'autorise pas. Ça dit quoi de mon rapport à l'argent? Et ça dit quoi sur moi, sur le fait que je doive me sentir autorisée pour dire quelque chose? Bah là, je trouve que j'avance quand je dis ça. Ouais, et donc, j'y retourne la semaine d'après en me disant ça. Et voilà, j'avance de cette manière-là. Ouais, le but, c'est de sentir qu'on avance, quoi. Je sais pas si c'est le but. En tout cas, moi, c'est le moteur. Ouais. C'est ce qui fait que je peux y retourner. Il y a aussi... le fait que vous parlez beaucoup pour finir sur la tristesse, après on va parler un peu d'autre chose, mais de cette tristesse qui parfois nous envahit. Et en fait, j'ai senti presque cet équilibre que vous recherchiez entre lui laisser la place d'exister et le fait de ne pas se sentir totalement absorbé par elle, de ne pas faire corps avec la tristesse. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à partager aux personnes qui nous écoutent pour justement, quand survient un événement... vraiment difficile, de ne pas se laisser totalement happer par cette tristesse qui parfois, vous le précisez aussi dans le livre, est en fait confortable. Oui, tout à fait. Et il faut bien préciser ce que ça veut dire que ce rapport, alors confortable mais toxique à la tristesse. En l'occurrence, je décris une tristesse qui survient quand on vient de vivre un élément très douloureux. Et je m'inscris contre les injonctions à la consolation qui voudrait qu'immédiatement on sèche ses larmes et on essaye d'aller mieux, et contre aussi ce qu'on appelle le travail de deuil. J'ai rien contre le travail de deuil, mais je trouve que cette formule est devenue galvaudée et qu'on l'emploie souvent à mauvais escient, parce qu'il laisse entendre que non seulement on est triste, voire sidéré, et qu'en plus il faut travailler, et qu'il y a un chemin à suivre et une méthode à suivre pour aller mieux. Et je pointe simplement le fait que, selon la violence de la mort qu'on a vécue, la mort d'un proche, on peut un temps ne pas du tout envie d'être moins triste. Et c'est pas de la complaisance, c'est tout simplement, ceux qui en ont fait l'expérience voient très bien de quoi je parle, c'est que à ce moment-là, juste après la mort de l'autre, on se dit que si la tristesse disparaît, on aura tout perdu. C'est le souvenir de la personne qui est morte qu'on aura perdu. Et la tristesse, pendant un temps, est le lien le plus fort qui nous rapproche de la personne aimée qu'on vient de perdre. Et donc on veut pas du tout qu'elle s'en aille. Et ce rapport-là est très particulier, il peut durer quelques jours, il peut durer quelques mois, il peut durer quelques années.
Et c'est très difficile de juger le moment où on se dira, bah voilà, justement là, je sais, peut-être que ma tristesse s'adoucit, tant mieux, ça me permet de respirer, de sourire à nouveau et de retrouver un goût de la vie. Mais ça ne veut pas dire que je l'oublierai pour autant, parce que de toute façon, c'est le danger numéro 1, la menace que la mort de l'autre fait peser sur nous, c'est ça, c'est l'oubli total. Hein. À voir comment on gère cet oubli, comment on lui fait face et comment on veut peut-être le conjurer. Mais la tristesse peut avoir quelque chose de toxique, parce que une fois que j'ai dit ça, qu'on peut vouloir rester triste un temps, on se fait facilement piéger parce que elle peut aussi prendre trop de place, nous dévorer quelque part et devenir notre identité. Et je le dis, je parle presque d'un poison de la tristesse qui fait que pendant un temps, on peut ne pas avoir envie de se présenter autrement que comme étant la personne triste. Et là, je refais le lien avec ce qu'on disait avant sur l'inconsolable, sur cette tristesse que nous avons en nous depuis la naissance, et peut-être même un autre type de tristesse dont nous héritons, que nos parents ont vécu et qui nous est transmise. Il y a des gens qui se savent tristes depuis qu'ils sont nés, qui savent pas pourquoi et qui sentent bien, en fait, ça les concerne pas trop. Et qui ont ce rapport-là à la tristesse et qui peuvent peut-être à un moment ouvrir les yeux dessus et se dire, mais au fond, c'est vrai, pourquoi est-ce que la tristesse est si importante dans ma vie ? Alors que pour certaines personnes, j'ai pas vécu de deuil proche, j'arrive pas à trouver de cause objective et je sens bien que, voilà, chez moi, je me présente souvent comme triste. Ce que je dis à mes amis en premier, c'est, là, non, ça va bof, et voilà, ou je le cache parce que j'en ai honte. Et quand on met le doigt dessus, parfois, ça permet de lever le regard, regarder autour de soi et de se dire, oui, mais en fait, dans ma famille, il y a ça, mais d'où ça vient, peut-être. Voilà, on peut mener cette enquête-là. Et je trouve ça passionnant d'essayer de mettre au jour ce rapport extrêmement intime qu'on peut entretenir avec la tristesse, d'en voir l'aspect parfois toxique, parfois subi, et parfois, et c'est cette voie-là aussi que j'explore à mesure que le livre avance, plus créative. C'est que je pense que la tristesse peut avoir un côté très nourricier. Donc c'est pas un conseil que je donne, c'est un fait que je décris, disant c'est une possibilité d'arriver à transformer cette tristesse-là, ce chagrin qui paraît insondable, en moteur dans l'existence et ce qu'on disait sur le moteur du manque et du désir, et finalement y puiser des ressources pour continuer à vivre autrement. Et c'est pas parce qu'on est triste qu'on va mal, et on peut être tout à fait dans la tristesse et très joyeux par ailleurs. Mmh. C'est marrant, c'est vrai que pour moi c'est un paradoxe énorme. Je l'ai déjà dit sur ce podcast, mais j'ai tendance à plutôt fuir la tristesse. Je sais pas si c'est un réflexe humain, mais je me demande, voilà, vu que moi je pars du principe qu'on est quand même plus heureux sans, est-ce que vous pensez que ces personnes qui peut-être sont nées avec plus de tristesse en eux, ou un héritage plus lourd de la tristesse, sont condamnées à la porter ? Ou est-ce que vous pensez que c'est un bagage dont on peut se défaire au fur et à mesure qu'on avance ? Je ne peux pas faire de vérité générale, mais en tout cas, toute la discussion qu'on est en train d'avoir tend plutôt vers la seconde option, de dire que nous avons des moyens d'action qui ne sont pas toujours faciles et qui n'aboutiront pas forcément, mais je ne ferai pas de la tristesse une fatalité, même quand on est avec. Déjà, parce que c'est ce que je dis... je pense que nous sommes tous inconsolables, c'est que de toute façon, quel que soit notre parcours et notre famille, nous naissons avec cette tristesse-là qui prend plus ou moins de place en nous. Et pourtant, il y a des gens quand même qui se disent très heureux, très joyeux, etc. Et ensuite, parce que oui, nous vivons à une époque où beaucoup de procédés, d'options s'offrent à nous pour essayer de travailler sur cette tristesse et de voir comment on peut peut-être apprendre à cohabiter avec elle, voire l'éteindre, ou en tout cas la remettre à sa place. Rien que le fait d'arriver à la nommer et de trouver une cause objective à la tristesse, ça fait un bien fou. Ça permet d'avancer, ça fait qu'on subit moins quelque chose qui était très lourd parce qu'on ne comprenait pas d'où elle venait, quelle était l'origine. Arriver à mettre le doigt dessus, ça permet d'avancer. Et puis ensuite, oui, je pense qu'on peut vraiment les faire cohabiter. Et j'irais même, tristesse et joie, on va dire. Hein. Et j'irais même jusqu'à dire, en tout cas en ce qui me concerne, que la tristesse m'a enseigné quelque chose. Il y a une sagesse de la tristesse. C'est que j'ai compris des choses sur moi et sur mon rapport à l'existence dans la tristesse. Qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris notamment que si je pouvais dire certains jours que j'allais bien, que j'étais joyeuse, heureuse, toutes ces choses qui sont très positives, c'est parce que j'avais vécu cette tristesse-là qui m'avait renseigné ensuite sur les moments où elle n'était pas un obstacle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte si on est heureux ou pas tant qu'on n'a pas vraiment vécu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre pour pouvoir être heureux. Mais ça veut dire que ça nous... C'est plus une question de conscience, en fait. Oui, mais en fait, ça paraît bizarre à le dire comme ça, mais ça peut être à titre vraiment
personnelle, d'introspection personnelle, de connaissance de soi, ça élargit le spectre de nos expériences. Faire l'expérience de cette tristesse-là aussi forte et pouvoir trouver intéressant quelque chose d'aussi douloureux, c'est vraiment une ressource. C'est vraiment quelque chose qui fait que la tristesse ne sera pas un obstacle qui va nous mettre à terre longtemps, qui va nous permettre de continuer à avancer. Et ça, je l'ai compris en le vivant. Et je me suis dit, il y a plein de moments où je ne saurais pas que j'aime autant l'existence, être en vie, si j'avais pas été aussi loin dans l'espèce de vertige abyssal qui a suivi la mort de mon père. Donc, je peux plus... ça m'a renseigné sur mon... Oui, quand je dis que ça m'a renseigné sur mon rapport à l'existence, c'est que je crois que j'aime plus la vie aujourd'hui. Que le goût pour l'existence, qui a toujours été assez fort chez moi, c'est comme ça, c'est accru. Et ça m'a fait encore plus vouloir ne pas passer à côté de ma vie. Parce qu'on sait bien, c'est ce que je disais, on sait qu'on va mourir, on sait que les autres vont mourir, enfin ça, on le sait, mais sans le honnêtement, vraiment, on ne veut pas y penser parce que c'est trop flippant, parce que c'est terrorisant. Mais ça, justement, je voulais vous en parler, c'est au fond, pourquoi est-ce qu'on a aussi peur? Alors bien sûr, c'est parce qu'on ne le connaît pas, mais on pourrait se dire, bon, dans l'absolu, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, donc autant s'y résigner. Autant s'y résigner. Ouais. On va mourir, dans tous les cas. Donc c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre la peur existentielle d'une partie de la population envers ce qu'on ne pourra dans tous les cas jamais savoir, mais qu'on va tous dans tous les cas connaître. Vous êtes stoïcienne, vous êtes épicurienne même. Ça me va. C'est-à-dire que Épicure, le philosophe Épicure dans l'Antiquité, dans un texte qui est très court et que je recommande de lire, ce qui fait vraiment 3 pages, qui s'appelle La lettre à Ménécée. Ménécée, c'est un disciple à qui il écrit. Il dit ce que vous dites. Il dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort ? Parce que quand la mort arrive, de 2 choses l'une, soit on est vivant et alors on n'est pas mort, donc on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, soit on est mort et on ne pourra plus avoir peur. Donc la peur de la mort est absolument inutile, continuons à vivre sans y penser. Mais moi, ça n'a jamais marché sur moi. Vraiment, je vois même pas ce que... pour moi, j'ai presque l'impression qu'on se moque de moi quand on dit ça. Je dis, mais bien sûr, mais s'il suffisait de vouloir ne plus avoir peur pour plus avoir peur, ce serait facile. Mais le propre de la peur, c'est que c'est pas rationnel. Et puis, deuxièmement, ça peut peut-être marcher sur sa propre mort. Si ça marche pour vous, tant mieux. Ça marche pas du tout pour la mort des autres. Hein. C'est vrai, voilà. Alors là, on a beau savoir... J'ai mes grands-parents, mais j'ai pas perdu mes parents ou mes sœurs. Et j'ose même pas imaginer, en effet, voilà. Parlais, quoi. Ouais, c'est ça que, dans le livre, c'est ça aussi que je fais. C'est que je le prends à partie, cette Épicure. Je dis, mais au fond, mais c'est une blague. Parce que je décris une narratrice qui est très... Encore une fois, elle est très, très à vif. Donc... moi j'ai une formation de philosophe, donc j'ai beaucoup passé de temps avec les textes de philosophes, et c'est un moment où on pourrait croire qu'ils viennent en aide, et je décris un moment où c'est pas du tout le cas. Je dis, mais au fond, ça me fait une belle jambe de savoir qu'il est irrationnel d'avoir peur de la mort, mais là, la mort de mon père, rien n'y fera. Enfin, je veux dire, c'est pas peur ou pas peur, c'est comment je compose avec ça, elle est là. Voilà, c'est plus la douleur en fait qui plus que la peur. Je pense pas que... Enfin, après, vous me dites si je me trompe, mais ça vous a pas plus inquiété de votre propre mort, ça vous a juste... Ah, si, j'ai plus pensé. Ouais, Ah bah oui, quand on... C'est plus la douleur qui vous consumait que vous êtes plus dit « j'ai mal de ton absence » que « et moi, c'est pour quand ?» Bah, un peu les deux, honnêtement. Ah bah oui, quand on voit son père mourir, c'est très difficile de pas penser à sa propre mort, parce qu'on se dit... Oh, comment dire ? On se dit, ça va vraiment arriver. Bien sûr, on sait que ça va arriver, mais c'est irréel. Et vous vous êtes pas dit ça, par exemple, quand vous avez perdu vos grands-parents ? J'ai la chance d'avoir 3 grands-parents vivants. Oui. J'ai perdu ma grand-mère pendant le Covid, et elle était assez âgée et pas en très bonne forme, donc il y avait quelque chose de... c'est infiniment triste, mais c'était pas le même choc. Mon père est très jeune quand même, il est mort jeune. Donc c'est pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus dans l'ordre, ça n'enlève rien à la tristesse, mais c'est plus dans l'ordre des choses de perdre un grand-parent à plus de 92 ans que de perdre son père à 65 ans. C'est vraiment très différent. Et plus c'est proche de nous, j'ai perdu aussi une cousine qui avait mon âge il y a quelques années. Voilà, plus c'est proche de nous, en lien affectif, mais aussi en âge, plus on peut s'identifier, forcément. Et oui, il y a un rapport direct. Après, c'est comme ça que moi je le vis, parce que moi je suis pas dans un rapport de protection ou de diversion. Je suis plutôt je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la philo. J'aime bien voir les choses en face et essayer de voir combien de lucidité on peut encaisser, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et du coup de vivre, en l'occurrence, la mort de mon père pour ce qu'elle a été, et donc ce que ça a projeté sur la mienne. Mais vous dites, je suis résignée, donc vous, la mort, ça vous fait pas du tout peur ?
La mienne, pas tant que ça. Après, est-ce que c'est parce que je me la figure pas proche? Voilà, je sais pas si je tiendrai le même discours dans 60 ans, mais en fait, j'ai vraiment conscience du fait que ça ne m'aidera pas d'y réfléchir. Donc vous y pensez pas? Non, j'y pense pas du tout. Donc c'est pas de la résignation, c'est plus de l'esquive, c'est plus du déni. Je sais pas si c'est du déni parce que je Ce qui me est une suis très bonne déjà stratégie. dit. Hein. En fait, non, mais je me suis déjà dit récemment parce que j'ai vécu une période très difficile. Mmh. Bah en fait, quand on meurt, au final, certes, on perd la vie et toutes les joies qu'elle apporte, mais aussi toutes les douleurs. Ça c'est vrai. Et du coup, je crois que depuis ce moment-là, je crois que j'ai accepté le fait que si je meurs, voilà, c'est dommage, mais au moins je souffrirai plus. Mais j'adore ce raisonnement-là et j'ai un petit garçon dont je suis très proche, qui n'est pas le mien, qui à 5 ans m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais au fond, j'aimerais tellement être un caillou. Je lui dis, mais pourquoi tu veux être un caillou? Il dit, parce qu'un caillou, il n'a pas de douleur, il n'a pas de souffrance. Et au fond, c'est un peu comme si on est mort, il a vraiment beaucoup de chance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce petit garçon, pour me dire ça? Mais il m'a fait envisager ça. Il m'a fait envisager la mort comme une libération possible. Souhaitée, pas souhaitée. Accueillie pas trop négativement par ceux pour qui la douleur était tellement intense, au fond, on se disait, tant mieux que ça finisse un jour, au fond. Et ça, je le conçois tout à fait. Je l'ai jamais vécu comme ça. J'ai toujours vu, moi, la mort comme étant quelque chose qui allait me priver des plaisirs, des joies, etc., plus que me libérer d'une douleur, y compris les douleurs importantes que j'ai vécues. Oui. Et pourquoi? C'est des questions de tempérament, c'est des questions... Et puis, on peut changer dans notre propre vie. Peut-être que vous évoluerez, moi aussi. Je le souhaite d'ailleurs, parce que moi j'aime bien quand on n'est pas toujours la même chose tout le temps. Tout à fait. Et puis j'aimerais bien moi aussi que ça m'empêche pas. Mais après, je dois dire que c'est pas que j'ai peur de la mort, c'est que j'ai pas envie qu'elle arrive. Et je crois que c'est aussi ce qui fait que j'aime autant la vie. Ça vraiment. C'est-à-dire que c'est pas tellement un poids pour moi, et j'y pense pas tout le temps. Mais je crois que c'est en ça que je dis que ça change mon rapport à l'existence. C'est comme je sais vraiment qu'on n'en a pas pour très longtemps. Et que je sens que ça me fait plutôt décupler un appétit de vie, j'ai envie de faire plein de choses et puis on gagne du temps. C'est-à-dire on arrête de perdre du temps sur des choses inutiles, on avance. C'est vrai. Et ça fait un bien fou. Ouais. On fait vraiment on hiérarchise les choses et on se dit bon ça non là j'ai pas le temps, ok c'est pas grave. Et on peut se concentrer sur des choses qu'on a vraiment envie de faire ou d'aimer ou d'entreprendre. Enfin voilà, ça induit un rapport plus positif je trouve à l'existence. Donc au final vous souhaitez ou vous conseillez entre guillemets quand même aux personnes d'expérimenter cette douleur, cette souffrance, cette tristesse. Non, je peux pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Non. Parce que ça permet de. Enfin, vous regrettez pas de l'avoir vécu. Non, mais ça c'est parce que je suis pas. Ça servira à rien de regretter. En fait, c'est une bonne question parce que vivre ça est absolument gratuit et inutile. Et je peux conseiller à personne de vivre ça. Ça serait complètement absurde. Et au contraire, déjà, c'est pas de l'ordre du conseil, mais je souhaite au moins de personnes possible de pouvoir vivre ça. Savoir qu'on y survit et savoir qu'on peut trouver une manière de bien vivre avec, c'est pas un encouragement à le vivre, parce que ça, ce serait de la complaisance, ce serait une forme de masochisme même, et ce serait une manière de justifier la douleur au nom d'un bienfait futur. C'est pas du tout ce que je fais. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et dans ce livre-là, je raconte comment ça s'est passé pour moi avec... ma vie, mon tempérament, mes envies, mes peurs, etc. Mais c'est très important pour moi de pas en faire de pas m'ériger en modèle et de prétendre délivrer une méthode ou des conseils à chacun, surtout pas des conseils qui impliqueraient de morfler pour aller mieux. C'est un peu la phrase « ce qui nous tue pas nous rend plus fort » que moi j'aime pas du tout. Ouais, ça c'est la phrase de Nietzsche et qu'en plus qui est très mal comprise parce que Nietzsche dit pas qu'il vaut mieux en chier pour ensuite être fortifié. Et il sait très bien qu'on est inégaux dans l'existence et il nous faudrait encore 3 podcasts pour expliquer cette phrase de Nietzsche, mais il faut pas l'entendre comme une justification de la douleur. Mais quand même un mot si vous voulez parce que c'est vachement intéressant. Bien sûr. Nietzsche est donc un philosophe qui a été très malade toute sa vie et qui sait vraiment de quoi il parle quand il parle de douleur. Et lui ce qu'il dit, et pour le coup il m'a été assez... J'ai bien aimé le lire dans cette période-là, même si j'étais très fâchée avec la philo parce que je trouvais qu'elle me servait à rien. En fait, je l'ai pas lu pendant, je l'ai lu juste après, donc du coup récemment. Et j'aime beaucoup ce qu'il écrit sur son rapport à la douleur parce qu'il le dit. Il le dit qu'il y a une sagesse de la douleur. Il dit, moi au fond, celui qui a pas touché ça, il y a plein de choses qui verra pas du doigt. Et je crois qui touchera pas du doigt, qui verra pas vraiment. Et je crois que c'est aussi une manière de faire de ce qui nous a été imposé, de ce qu'on a subi, la maladie, la mort d'autrui, quelque chose qui ne va pas nous bloquer. Nietzsche est un philosophe du devenir et je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. Donc c'est pour ça, c'est pas justifier la douleur, en aucun cas, certainement pas la conseiller, mais une fois qu'elle est là, transformer ce qu'on a subi en quelque chose qui va aller dans l'ordre de notre devenir, qui va plus être un obstacle. C'est ça. Et vous voyez, la nuance, elle est hyper importante. Merci de l'avoir précisé. Il y a une phrase qui m'a interpellée sur ce même sujet où vous nous dites dans le livre « Je ne veux pas mourir, crever passe encore, mais mourir non ». Ouais.
Pourquoi crever, c'est mieux que mourir ? Je sais pas, j'ai un peu obsédé par le mot juste. Et d'ailleurs, c'est une partie de mon livre aussi de décrire le fait que je suis en train d'écrire et que je veux trouver les bons mots pour dire ce que je veux dire. Et quand c'est la mort, on les trouve jamais, de toute façon. Donc c'est une expérience d'emblée déceptive. Mais en fait, de crever, il y a un côté très imagé, très cru, très argotique. J'en crève, et on l'emploie de manière métaphorique même. Je pense là tout de suite à une chanson de Miossec que j'écoutais quand j'étais vraiment jeune, c'est son premier album qui s'appelle Boire, et il dit « Oh mon amour, je crève de ne pouvoir te baiser, je crois, dit-il, ou t'embrasser, etc. » Et à ce côté, je crève, c'est viscéral, c'est presque poétique le mot crever. Ça fait penser à Boris Vian aussi, c'est « J'irai cracher sur vos tombes », et voilà. Il y a un côté esthétique au fait de crever. Dark, hein, mais esthétique. Mourir... Mourir, le mot déjà, il est un peu, il fait pas envie quoi. Il y a un mot, c'est vraiment une question de sonorité, d'imaginaire véhiculé par le mot. Ouais. Et crever, crever a un côté, on peut le travailler. C'est mourir, presque un bois d'honneur à la mort, crever. Voilà, en fait. Ouais, c'est ça. Puis crever, c'est Cyrano, on a entendu panache. Allez, on peut en crever. Ok. Mourir, par contre, c'est clinique, c'est presque médical, c'est la fin et voilà, ça fait moins, ça ouvre moins de portes dans l'imaginaire. Ça veut juste dire ce que ça veut dire et ça donne pas envie. Quoi. Exactement. On parlait vous avez parlé des stoïciens avant que j'en parle, où vous en parliez brièvement pour parler un peu de l'acceptation de la mort, de l'acceptation des douleurs que l'on peut affronter. Et j'aimerais saisir, peut-être que vous l'avez étudié, la différence entre acceptation et bonheur. Est-ce que pour les stoïciens, c'est la même chose ? Parce qu'en fait, moi, je trouve que dans l'acceptation, il y a cette idée de résignation qui me donne pas tellement envie. Alors que, est-ce qu'on peut transformer au final l'acceptation en bonheur ? Par exemple, les personnes qui doivent accepter que, je sais pas, on leur a coupé une jambe. Voilà. Est-ce qu'en fait, on peut réussir à aller plus loin ? Ou est-ce que acceptation égale bonheur par défaut pour les stoïciens ? Alors, petit cours de philo, du coup, puisque vous m'y invitez. J'adore ça. J'adore ça. L'acceptation n'est pas la résignation. Accepter, j'ai accepté votre invitation, par exemple, je ne me suis pas résignée. Résigner implique qu'on n'a pas le choix et que la conséquence va être négative. Je me résigne je ne sais pas à quoi on se résigne, à aller travailler le matin si j'aime pas mon travail, je m'y résigne parce que je sais bien que j'ai pas le choix et que si on n'a pas la chance d'avoir un métier qu'on aime, voilà que j'ai besoin de ça pour vivre. Donc c'est de la résignation. Accepter peut être assez affirmatif et plutôt positif. Hein. Il y a encore une autre distinction. Il y a consentir. On consent à quelque chose. Le consentement, ça c'est Camus qui est vraiment le philosophe de celui qui consent, c'est celui qui dit oui à la vie, mais justement sans se résigner. Qui dit oui à la vie, et Nietzsche est comme ça aussi. Je dis oui, c'est l'amor fati, c'est-à-dire je dis oui à ma destinée, je dis oui à tout, sans le ressentiment justement, mais avec les choses négatives, avec tout ce que j'ai pas aimé, je dis oui. Ça c'est un grand oui, et donc ça c'est existentiel. Après, est-ce que donc votre question était plutôt, je crois, sur la résignation, parce que celui qui a perdu une jambe, il se résigne. Typiquement, il l'accepte pas, mais il peut se résigner. Il dit j'ai pas le choix. Est-ce que ça conduit au bonheur ? En fait, dans la définition que vous avez donnée de la résignation, il y a une conséquence négative. Et je pense, moi, un peu au seul exemple, là, vu qu'on parle de jambes perdues, de personnes que je connais qui a perdu ses bras et ses jambes, Théo Curin, que j'ai reçu sur le podcast, et qui est, je pense, un des hommes les plus heureux que je connaisse. Enfin, et ça m'interpelle, en fait. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il était jeune et du coup il n'a pas tellement eu à vivre ce côté résignation parce que non, je pense qu'on se rend compte qu'on perd ses membres même si on est jeune. Je sais plus comment, Philippe Croison, je crois, qui est plus âgé, lui, il explique qu'il a vraiment une dépression de 7 ans. Il voulait plus rien faire du tout. Et en fait, à partir du moment où il l'a accepté, plus que résigné, je dirais, il a recommencé à vivre. Et typiquement, je crois que ce que vous décrivez là, c'est la transformation de la résignation en consentement. C'est pas juste je serre les dents et j'ai pas le choix donc j'y vais, c'est j'arrive à dire oui à ça alors que ça m'a été imposé. Et là la nuance elle est gigantesque parce que ça change notre rapport à l'existence. Ne pas simplement se résigner mais consentir à un état de fait, ça ouvre la porte à la joie, au plaisir et à une nouvelle forme d'existence parce que quand on perd un membre voire plusieurs membres, c'est notre existence qui est changée radicalement d'un point de vue créateur, d'un point de vue positif. Et l'un comme l'autre sont exactement dans cette attitude-là. Après, la question est de savoir ce qu'on entend par bonheur. Les stoïciens ne disent pas que se résigner, c'est être heureux. Il faut distinguer le bonheur de la joie, du plaisir, c'est des choses qui sont très différentes. Pour les stoïciens, ce que vous appelez le bonheur, pour eux,
on pourrait le définir comme étant l'absence de douleur déjà. C'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal, mais d'autres rétorqueront, c'est pas ça le bonheur, c'est pas parce qu'on souffre pas qu'on est heureux. D'ailleurs, un caillou ne souffre pas, il est pas heureux. Une plante qui n'a pas de nocicepteur, a priori, on peut quand même, de la science. on peut, c'est vrai, mais il faut avoir une conscience de soi-même pour être heureux, a priori. Parce qu'on peut en tout cas, on peut partir du principe que le bonheur, qui est un état de fait dont on peut avoir conscience et sur lequel on peut travailler ou autre, demande le fait qu'on soit conscient d'être heureux. Sinon, on ne mettrait pas le terme. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le mot bonheur et qui ne veut pas le définir, est-ce qu'on peut dire qu'il est lui-même heureux ? S'il ne se pose pas la question, on peut l'envier. C'est peut-être de l'insouciance qui est encore différent. Mais en tout cas, pour les stoïciens, l'idée, c'est de nous détacher de tout ce qui peut nous faire souffrir et qui ne dépend pas de nous. Typiquement, j'ai plus de bras, c'est comme ça, je peux rien faire, je me détache de ça. J'arrête de m'en plaindre et d'attendre quelque chose de ce que je n'aurais pas. La mort, je peux rien y faire, donc je décide que c'est plus une source de douleur. Donc ça demande une grande force de la volonté et de beaucoup miser aussi sur la raison, même si c'est pas que rationnel chez eux, et d'exclure en effet du champ de mon existence tout ce qui me fera souffrir inutilement. Est-ce applicable ? Je ne sais pas. Et vraiment, c'est une question et qui se pose. Et est-ce souhaitable ? C'est aussi une question que je me suis beaucoup posée. Parce que je trouve que ça fait passer aussi à côté de beaucoup de choses de l'existence. C'est ce que je vous dis. Alors, je ne parle pas de vivre avec la tristesse, mais qu'il y a le fait que nous soyons des êtres contraints aussi, et pris sans cesse dans des nœuds, dans un tissu de choses qui s'imposent à nous, c'est aussi parfois ce qui fait l'intérêt de la vie. Et c'est aussi ce qui fait l'importance de la nuance qui m'est si chère. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tout que du bonheur ou que du malheur. Et j'aime bien, moi, que l'existence soit faite de ça, qu'elle soit mêlée, qu'elle soit mélangée. Parce que je trouve qu'on peut y trouver une sorte d'intérêt, premièrement, de beauté aussi, vraiment. Et ça, j'y tiens. C'est pas secondaire d'arriver à trouver de la beauté dans des choses. Et c'est pas mièvre que de dire ça, c'est pas la vie est belle. Par beauté, j'entends des choses qui sont presque stupéfiantes de beauté. Parfois c'est des mélodies qu'on entend, parfois c'est des tableaux, parfois c'est des scènes. Et la beauté, c'est quelque chose de très fort qui peut nous créer un nouveau rapport au monde et même nous dire des choses sur nous-mêmes. Et je trouve que l'existence puisse nous mettre face à ce genre d'expérience, et que c'est quelque chose qui, moi, me réjouit. En tout cas. Et je trouve que vous êtes dans une grande forme d'acceptation, de manière générale, de ce qui vous arrive et d'accueil, qui, je pense, en effet, comme vous l'avez dit, on peut forcément tirer des bénéfices, parce que toute expérience peut être transformée en connaissance et qui ensuite peut nous aider à apprendre. Mais qu'est-ce que du coup vous rejetez, entre guillemets ? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas ? Parce que, après c'est mon tempérament, c'est peut-être aussi le fait que j'ai pas encore tant vécu que ça, mais moi c'est ma psy justement qui m'avait dit ça, elle m'a dit mais en fait toi tu aimerais que la réalité se plie à ta volonté. Ouais. Et en fait, j'en avais pas conscience vu que j'ai toujours été comme ça. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, j'avoue, c'est vrai, moi, franchement, il y a plein de trucs que je n'accepte pas. C'est pour ça que j'aimerais être stoïcienne. Je suis pas sûre encore de l'être totalement. Et du coup, maintenant, j'apprends des gens comme vous qui sont plus dans une forme d'acceptation. Et du coup, ça me questionne. Est-ce que c'est votre tempérament, vous avez toujours été comme ça ? Est-ce que vous avez appris à avoir cette forme de sagesse ? Est-ce que vous essayez encore de lutter ? Moi, je suis vraiment beaucoup en lutte. Je ne sais pas si je pourrais donner un exemple concret, mais si par exemple j'avais prévu d'aller dans un restaurant à midi et qu'il n'y a pas de place, je vais faire en sorte qu'il y ait une place. Ah ouais, moi pas du tout. Ah ouais. Voilà. Alors là, non. Alors là, je lâche l'affaire tout de suite. Quoi. Et je vais être déçue si c'est vraiment, je sais pas, si j'ai réservé depuis 1 an, que c'est l'endroit où je voulais emmener telle personne pour tel événement et que ça se fait pas. Ouais, je vais être déçue, mais immédiatement, je vais dire, ok, c'est pas grave, on va essayer de trouver un truc génial. Ok. Mais en fait, c'est... Ouais, non, c'est vrai. Et vous avez toujours été comme ça. Mais je me suis jamais dit, par contre, c'est intéressant, je me suis jamais dit que c'était parce que j'acceptais les choses. Moi, je me dis que c'est parce que c'est un gain de temps. C'est parce que c'est plutôt parce que je veux pas passer à côté d'une possibilité d'un gros kiff, en fait, d'un truc vraiment bien. Et donc, tout le temps que je vais passer à me dire, mais en fait, j'ai pas eu ce que je voulais, il va me servir à rien. Non, mais c'est une forme d'entêtement de ma part qui, je pense, et en effet, aussi, de tempérament, souvent, ça paye. Je dois avouer que... Bah ouais, c'est ça. Je pense que vous l'avez, votre place au restaurant. Voilà, au final, souvent, je l'obtiens et j'ai mon gros kiff. Mais voilà, j'essaye maintenant maintenant que j'ai conscience de ça, c'est ni bien ni mal, c'est une réalité, j'essaye de voir comment, en fait, est-ce que je pourrais agir autrement. Mais en fait, j'ai une espèce de douleur à me dire non, je vais pas aller au bout de mon...
Enfin voilà, je vois ça comme une espèce d'échec en fait. Je crois. Voilà. Donc ça vous percevez à travers le prisme d'une sorte de performance, quoi. Il faut réussir. Ouais. Et si vous réussissez pas, c'est un échec et vous êtes vexé et vous voulez pas, quoi, parce que sans doute vous vous jugez à partir de ça et vous voulez pas faire partie de ces gens qui sont dans l'échec et qui seraient des losers alors qu'on veut être dans un côté. Et peut-être, j'en sais rien. Je surinterprète ce que vous avez dit. Mais en revanche, je pense qu'il y a des domaines de l'existence où je veux pas lâcher, mais j'arrive pas à les identifier là tout de suite. Le restaurant, c'est sûr que ça, je m'en fous. Ouais. C'est vrai. Pas de manger un truc bien, mais la scène que vous décrivez. Mais par exemple, si on applique le même type d'exemple dans le travail, est-ce que si jamais sur France Inter, même si vous n'êtes pas en charge de la programmation de tous les invités qui viennent, mais il y a un invité que vous voulez vraiment avoir et qu'en fait, je sais pas, il commence à il commence à montrer qu'il n'est pas sûr de pouvoir honorer son rendez-vous. Est-ce que vous allez avoir la même acceptation ou vous allez forcer un peu le truc ? Je ferai tout. Si c'est un invité absolument exceptionnel et très important pour l'antenne, je ferai tout pour l'avoir. Tout en sachant que si on l'a pas, c'est pas une question de vie ou de mort. Voilà. Et vous ne le prendrez pas comme un échec ? Ah non. Non. Ok. Un échec, non. Non, une déception. Ouais. Mais vous allez pas le ruminer, je me jugerai quoi. Pas en fond. Ah non. Non, si je fais... Alors, voilà, il y a autre chose. C'est que si je sais que, quelle que soit la situation d'ailleurs, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir et que quand même ça marche pas, je me dirais, c'est la fameuse phrase, au moins j'ai tout essayé, j'ai tout donné. Mais face à l'échec, non, mais ça, alors, j'essaie de réfléchir en vous parlant. Est-ce que j'ai changé par rapport à ça ? Je pense qu'il y a des échecs que j'ai plus mal vécus que d'autres. Et aujourd'hui, je sais plus trop ce que ça voudrait dire. Par exemple, quand vous étiez à l'université et que vous avez eu une pas super bonne note, un examen, est-ce que si jamais vous avez tout donné, vous en voudrez pas ? Ou est-ce que vous aviez quand même une forme de sentiment d'échec ou de... Ouais, mais moi, c'est même, je pense même de honte. Je pense qu'une très mauvaise note, je me disais, oula, mais quoi C'est fou, le système français tel qu'il est imaginé. Oui, j'étais pareil, mais je trouve ça dommage, parce qu'en fait, ça veut pas tout dire. Mais c'est aussi nous-mêmes qui nous jugeons en fonction des notes qu'on a. C'est aussi que je pense que moi, j'ai et peut-être moins maintenant, grâce au travail que je fais, en analyse notamment, une grande sévérité à l'égard de moi-même. Un surmoi très, 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 très dur. Qui fait que voilà, t'as pas réussi. Mais ça, c'est très inconscient, on parle pas de choses explicites. Mais non, ça, je le vivais très mal. Et pourtant, ça arrivait. Puis j'ai fait des études un peu différentes. Pendant un moment, j'ai fait des études d'architecture. D'accord. Vous avez commencé par ça ? Ouais. Okay. Après le bac, moi, je voulais faire du cinéma. Et mes parents, très justement, ont dit « Ok, mais il faut que tu aies un petit diplôme avant de te lancer tout de suite. Parce que je voulais être actrice ou je voulais réaliser. » Enfin, voilà. Et en mode, vraiment, je monte à Paris, parce que j'habitais pas à Paris, et je me lance. Et en tant que parent, et je les comprends, ils m'ont dit oui, mais c'est mieux si tu as un petit diplôme quand même pour voilà. Et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire puisque il y a vraiment que ça que je voulais faire. Je voulais surtout pas entendre parler de prépa ou de trucs scolaires, parce que j'aimais pas faire de la dissertation. J'aimais beaucoup la philo, mais je voulais pas faire un truc intellectuel. Et j'ai toujours eu un peu cette fascination pour les habitats, les maisons, et j'avais envie de faire un truc très créatif. Donc je me suis dit école d'archi, c'est parfait. J'étais à Strasbourg à l'époque et je me suis inscrite à l'école d'archi. Et en fait, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et notamment, j'avais des notes catastrophiques. Et à raison, j'étais nulle. Et il fallait construire des maquettes au millimètre près, passer des nuits blanches à faire des maquettes. Je renversais la colle partout. C'était une catastrophe. Et là, je me suis dit, ok, donc je suis pas faite pour ça. Et c'est sans doute pas ça que je veux faire d'ailleurs. Et je me suis sentie... Alors, je sais pas si c'était humilié, mais en tout cas, oui, j'en ai quand même pris un coup dans mon estime. J'avais pas des particulièrement bonnes notes d'ailleurs à l'école. J'étais une bonne élève, mais j'étais pas surbrillante du tout. Et puis, je faisais un peu le minimum pour m'en sortir bien. Et ça, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose que je voulais plus jamais vivre. Et donc, j'ai arrêté les études d'archi et je suis allée bosser en supermarché pendant 6 mois, le temps de trouver autre chose à faire. Voilà. Et ça, pour le coup, c'était une expérience très, très intéressante. J'ai pas mal bossé, fait des petits boulots, quoi. Avant mes études, pendant, etc., avant d'arriver en prépa, où finalement, j'ai fini par atterrir. Et pourquoi, du coup ? Parce qu'il fallait suivre un chemin Non, pour acheter ma liberté. C'est que si le deal, c'était qu'il fallait que j'ai un diplôme au plus vite pour pouvoir faire ce que je voulais. Finalement, je me suis dit à tout prendre. Les dissertes, ça me fait pas rêver, mais je sais à peu près les faire. Et j'avais un copain qui était en prépa en Hippocagne, et je voyais qu'il lisait plein de trucs géniaux et tout. Je me suis dit, bon, j'aurai un intérêt, je vais découvrir plein de trucs, je vais faire les dissertes, je vais essayer de bosser et de faire des bonnes dissertes. Et au bout j'aurais fait Hippocagne-Cagne, après j'aurais l'équivalent d'un DUG à l'époque.
et je pourrais aller faire ce que je veux. Et puis finalement, je suis arrivée en Hippocagne et j'ai découvert des trucs vraiment géniaux, des disciplines géniales, et je me suis prise au travail, beaucoup trop d'ailleurs, j'ai souffert en prépa. Et j'ai fait une 2e année de prépa, et puis j'ai pas eu le concours qui était absolument impossible à avoir, surtout où j'étais, c'était pas des endroits où beaucoup de gens intégraient. L'ENS ? C'est ça. Mais là, j'étais en prépa à Strasbourg, et c'était à Fustel-de-Coulanges, un lycée avec des super profs. Mais on n'était pas comme, je pense, dans certains lycées parisiens où c'est vraiment, on va en prépa pour intégrer. Ouais. On voulait intégrer, mais ça paraissait complètement impossible. Et puis, là encore, dans ma famille, j'ai pas d'exemple de gens qui... Enfin, voilà. Mais je me suis fait prendre au jeu, et j'ai raté la première année. J'ai refait une année qui m'a vraiment, vraiment fait du mal. C'était une année très solitaire, avec beaucoup de travail acharné. Je sais plus pourquoi je travaillais. Et c'est un peu, moi, je fais de la course à pied, j'aime bien le fond, je fais des semi-marathons, et j'aime bien courir longtemps. Et je pense que cette endurance-là, je l'ai mise dans mon travail à ce moment-là. Et je me suis mise à travailler, à réviser, sans trop savoir pourquoi je le faisais, et en souffrant. Et à ma plus grande surprise, j'ai réussi le concours à la fin. Donc ça a justifié a posteriori mes années d'acharnement, mais honnêtement, je n'ai pas de regrets, parce que je suis contente ça m'a ensuite permis de faire plein de choses, et je ne suis pas allée faire du cinéma finalement. Mais, vous avez un petit regret ou pas du tout ? Non, parce que j'ai... De ne pas avoir exploré cette voie, pas d'avoir la voie que vous avez actuellement, mais si là demain on vous propose de réaliser un film. Ah, je le ferais, ouais. Ok. Ouais. Mais c'est pas incompatible. Non, totalement. J'essaye de tout faire moi en même temps. Parce que comme ça, j'essaie de renoncer au moins de choses possibles. Ouais, alors ça fait des journées un peu bien chargées. Mais je préfère ça que de passer à côté d'occasions. Et c'est comment l'enseignement à l'ENS ? Parce que c'est fou, moi pour le coup... j'ai eu la chance, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas j'ai grandi à Paris, et du coup il y avait déjà cette conscience des écoles qu'on pouvait viser et qui nous paraissait plus accessible. Mais je sais pas pourquoi l'ENS, c'est pas du tout une école qui était tellement présentée. Ouais. Et en fait aujourd'hui je rencontre pas mal, enfin moi c'est pour ça que là préparez-vous auditeurs, auditrices, je vais recevoir beaucoup de philosophes sur InPower, parce qu'en fait je me découvre une passion pour la philosophie. Okay. Et je trouve que c'est un métier, enfin pour moi c'est le métier le plus essentiel dans la société. Et pourtant, je trouve que on nous le présente très peu. Déjà, on fait de la philo qu'en terminale. Moi, en l'occurrence, j'avais pas un bon prof, donc désolé, monsieur Bouillon, mais c'était pas ouf. Voilà, donc déjà, ça donne pas forcément envie de continuer. Et après, voilà, même si j'ai fait une école où il y avait beaucoup de sciences sociales et politiques, en l'occurrence, la philo n'y est pas si présente que ça. Et d'ailleurs, je leur dis, et il devrait y en avoir plus. Et pourquoi je divague à ce point-là ? Oui, c'est que du coup, je me questionne vachement sur l'enseignement à l'ENS, parce que du coup, j'ai échangé avec plusieurs philosophes récemment, beaucoup l'ont fait, et ouais, je trouve que ça structure l'esprit. Alors, il y a toujours cette question de à quel point c'est inné, à quel point c'est acquis. Oui, non, mais surtout, l'ENS et la philo, c'est deux choses très différentes. Hein. On peut faire l'ENS, l'école normale supérieure, en faisant des maths, en faisant des sciences, en faisant de l'éco, en faisant de l'anglais, en faisant de l'espagnol. Ça, je savais même pas, quoi. Voilà. En fait, la philo, si on veut faire des études de philo, il y a deux options en France aujourd'hui. Soit on va à la fac, soit on va en prépa, et on peut intégrer l'ENS. Donc l'ENS, c'est l'école normale supérieure. Il y en a plusieurs en France. En philo, il y a celle de Paris, de la rue d'Ulm, et celle de Lyon, qui s'appelle Lyon Sciences Humaines aujourd'hui. Enfin, maintenant, à mon époque, il y avait l'ENS LSH, Lettres et Sciences Humaines, et l'ENS Lyon, qui était les sciences. Et je crois qu'aujourd'hui, tout a été regroupé. D'accord. Et là, l'ENS en soi, c'est une école d'études supérieures, au fond. On peut choisir les disciplines qu'on y étudie. Mais c'est pas... si après, on veut continuer à faire de la philo, il faut passer l'agrég si on décide d'être prof. Voilà. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une voie où j'ai continué à faire de la philo, mais à la radio. Mais pour le coup, il y avait un poste en France. Vous voyez, enfin, c'est pas du tout. Je peux pas encourager les gens à faire ça pour ensuite se dire, mais il y aura plein de débouchés. Voilà. Donc déjà, ça c'est important pour distinguer l'ENS de la philo. Quant à l'enseignement de la philo, mais je vous rejoins tout à fait. Moi, je milite même pour l'enseignement de la philo bien avant la terminale. Ah, mais bien sûr. Dès la maternelle, où on sûr. a un goût pour le questionnement qui devrait être encouragé. Ah ouais. Et ça apporte. Il y a peu de débouchés professionnels, il faut être honnête, mais ça apporte un questionnement, ça apporte une structure du questionnement qui est utile dans beaucoup de situations de vie et professionnelles. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'on enseigne davantage la philo, que les philosophes soient sans doute plus présents, mais alors là aussi il faut faire attention. Moi je me réjouis que les philosophes soient de plus en plus invités sur les plateaux télé et radio et les podcasts, etc. Et j'ai animé une émission de philo pendant 12 ans dans laquelle je donnais quotidiennement la parole aux philosophes, donc je peux pas dire que je le déplorerais, au contraire, mais, et d'ailleurs, voilà, si vous allez recevoir des philosophes, moi je vous le dis, mais je le dis un peu dans le livre, il faut faire attention à ce que la parole du philosophe soit jamais associée à une vérité. Oui, et pas au développement personnel. Le philosophe, il n'est pas là pour nous dire comment penser et comment mieux vivre et comment
quelle va être, est-ce qu'il faut trancher, de quel côté il faut trancher pour la réforme des retraites, vous voyez? Non mais c'est vrai, parce qu'on a tendance un peu à considérer le philosophe comme un couteau suisse qui a réponse à toutes nos questions parce qu'il est sage et du haut de sa tour, il va pouvoir nous délivrer ses connaissances. Je crois que le philosophe, si on remonte dans l'histoire de la philo et qu'on va jusqu'à Socrate, c'est celui qui emmerdait tout le monde. Il allait sur la place publique, il allait voir les gens, il disait « Mais c'est quoi ta définition de la beauté ? Ah bon, tu dis ça ? Mais pourquoi c'est pas ça ?» Et puis il les lâchait pas. Et cette image-là du poil à gratter, c'est ce que devrait être un philosophe aujourd'hui. Il y a un côté très subversif au fond, et pas du tout consensuel. Et je souhaiterais qu'on garde cette parole-là, de cette manière-là. Ils sont pas si consensuels que ça quand même. Parce non, qu'aujourd'hui, beaucoup, je sais pas, mais il y en a plusieurs qui sont politiques, ouvertement, et qui du coup défendent vraiment une idéologie ou une vision... Alors ça, c'est autre chose, parce que là, du coup, c'est plus de la philosophie. Se défendre, se battre au nom d'une idéologie, c'est pas de la philosophie. Ça veut pas dire qu'on peut pas être philosophe. En fait, je sais pas si c'est le nom d'une idéologie, mais par exemple, une philosophe que j'aimerais bien recevoir là, mais je crois qu'elle est pas trop sur Instagram, c'est Caroline Forest. Parce que j'ai vu plusieurs interventions et je la trouve très intéressante. Mais je sais pas si elle est philosophe, Caroline Forest. Ah bon? Alors c'est peut-être moi qui, tu vois, en fait, pardon, je l'adore tutoyer. On peut tutoyer. Mais en fait, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de réfléchir, en fait, je trouve que parfois on arrive c'est comme ça que j'arrive à identifier les philosophes. Donc en fait, ça se trouve, elle n'est pas du tout. Mais après, faut pas confondre philosophe et intellectuel. Il y a des intellectuels qui n'ont pas fait de philo. Et puis, alors après, c'est l'éternelle question, mais voilà, je sais pas si elle mérite d'être posée, mais est-ce qu'il suffit d'avoir fait des études de philosophie pour être philosophe ? Est-ce qu'il suffit de se proclamer ? Est-ce que le philosophe, c'est celui qui a inventé un concept et un courant de philosophie ? Ou est-ce que le prof de philo est un philosophe ? Enfin, c'est des questions sans fin. C'est vrai. Que tous les philosophes se posent. Voilà. Et on se les pose pas à propos de l'historien ou du mathématicien, le diplôme suffit. Voilà, mais tous les agrégés de philosophie sont-ils philosophes ? Je sais pas. Et ceux qui ne le sont pas le sont-ils ? Sans doute, mais pas tous non plus. Vous voyez, c'est assez compliqué. Mais en revanche, on peut dire que le philosophe, c'est celui qui, a priori, qui a une grande proximité avec les textes philosophiques, qui les a travaillés, qui l'accompagne depuis longtemps. Peut-être qui écrit, je sais pas. Mais c'est pas... tous les intellectuels ne sont pas philosophes. Voilà. Totalement. Ça, faut bien distinguer ça. Et pourquoi vous avez décidé du coup de faire de la radio et non de l'enseignement comme 90% peut-être des personnes qui ont l'agrégation ? C'est pas vraiment une décision, c'est un hasard. Enfin, c'est une décision, j'en ai fait une décision ensuite, mais ça a d'abord été un hasard, c'est parce que j'ai préparé l'agrég de philo. Après avoir intégré l'ENS, j'étais pas très heureuse et je voulais pas continuer à faire des dissertes, justement. Je suis partie à l'étranger pendant 1 an à l'université de Chicago, où j'ai découvert un tout autre rapport à l'enseignement, au savoir. J'ai donné des cours là-bas, j'en ai reçu, j'ai trouvé ça génial. Et je suis revenue en me disant, bon, je continue à faire de la philo, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? En fait, il faut que je passe l'agrég pour pouvoir faire autre chose. Et donc, j'ai préparé l'agrégation à une époque où il y avait très très peu de postes. Donc, la plupart des gens l'a passé 2 fois. Parce qu'il y a un nombre... de postes et qui fluctue d'année en année. Et à mon époque, je crois qu'il y avait 39 postes sur des milliers de candidats. C'est très très peu. Et quand vous dites 39 postes, c'est 39 admis à l'agrégation. Ouais, à l'écrit. On dit poste parce que ça débouche tout de suite sur un poste. C'est des postes. Cette année-là, l'État va former 39 agrégés à l'enseignement qui ensuite pourront aller enseigner en tant qu'agrégés. D'accord. Voilà. Parfois, il y en a 39, parfois, il y en a 80, et j'ai aucune idée de combien il y en a aujourd'hui. Et donc, j'ai préparé l'agrég, j'ai réussi les écrits, parce qu'il y a les écrits et l'oral. Et pendant l'oral, j'ai reçu un mail de mon prof de philo de Lyon qui écrivait à toute la classe en disant « Mais sur France Culture, on cherche un ou une philosophe pour aider à la préparation d'une émission de philo. » Et je me suis dit « Mais génial !» Parce que moi, j'avais déjà fait un stage à France Culture quand j'avais intégré, parce que j'adorais la radio. Et je me suis dit « Bah voilà, en fait, j'adorerais faire ça, quoi. » Et j'ai accepté le boulot sans savoir si j'allais avoir l'agrég ou pas. Et finalement, donc j'ai dit oui au boulot, en me disant qu'il allait y avoir peu d'opportunités, donc il fallait le saisir, et puis que si jamais ça me plaisait pas, je repasserais l'agrég l'année d'après si je l'avais pas. Et j'ai pas eu l'agrég, et je l'ai jamais repassé. Je suis restée à la radio en fait. Voilà. Donc c'était en 2008, donc ça fait 15 ans que j'y suis. Et j'ai même démissionné de l'école normale supérieure, parce que quand on intègre l'ENS, on est payé pendant 4 ans, ensuite on signe un contrat avec l'État en fait. On est rémunéré pendant 4 ans, ensuite pendant 6 ans, on doit travailler pour l'État. Comme Polytechnique en fait. Je pense que c'est pareil, Polytechnique, je suis pas sûre. Et moi, au bout de 3 ans, comme j'ai commencé à travailler à la radio, je savais que j'allais pas faire de thèse, j'allais pas repasser l'agrég, donc j'ai démissionné, ce qui est assez rare en fait, mais je pouvais pas cumuler mon salaire à la radio et mon salaire de l'ENS. Et puis je voulais être cohérente avec moi-même. Je savais que c'est de cette manière-là que je voulais faire de la philo. C'était un grand risque parce que à la radio, on n'est pas fonctionnaire, c'est pas le même statut. Et puis, évidemment, après, la suite des aventures m'a plutôt conforté dans cette voie. C'est marrant parce que vous disiez qu'il n'y avait pas énormément de débouchés quand on fait de la philo, mais en fait,
Aussi parce qu'on a un système qui lie beaucoup le diplôme au poste futur. Par exemple, dans le système anglo-saxon, où ils peuvent étudier à peu près ce qu'ils veulent pour ensuite faire les métiers qu'ils veulent, parce qu'on va juste étudier la capacité de réflexion qu'ils ont apprise. Je pense que moi, j'en connais plusieurs, en tout cas, qui ont fait de la philosophie, qui aujourd'hui sont dans des postes, enfin voilà, ça peut être dans le marketing, où en fait... Les gens se rendent quand même vite compte que c'est des personnes qui savent réfléchir, qui sont assez opérationnelles, contrairement à ce qu'on voudrait imaginer le philosophe dans sa tour d'argent en train de lire à longueur de journée, et où en fait je pense qu'en effet ça demande, et je pense que mine de rien on est dans une époque où c'est quand même les cartes sont quand même en train d'être balancées. Aujourd'hui on peut étudier j'ai pas envie de dire n'importe quel secteur, ce serait faux, pour être médecin il faut quand même suivre des études de médecine, mais où on peut beaucoup plus faire de ponts qu'à l'époque de mes parents, par exemple. Et ça, je trouve que c'est vraiment bienvenu. C'est vrai. Et j'espère que ce sera le cas pour la philo, et surtout qu'on en aura plus, quoi. C'était pas 3 ans avant ? 3 ans, quoi. Il n'y a pas eu une décision dans les années 90 où on est passé de 3 ans de philo à 1 an de philo ? Au lycée ? Ouais. Non, ça a toujours été en terminale. Et c'est même l'inverse, c'est que là, la réforme récente... a créé beaucoup de contestations du côté des profs de philo, parce qu'on l'a présenté comme étant un allongement de l'enseignement de la philo au lycée, puisque maintenant c'est dès la première. Mais il y a moins d'heures au total. Et c'est pas toujours de la philo, parce que c'est aussi, je crois, en collaboration avec les profs aussi de lettres. D'accord. Donc ils estiment que ça, au contraire, que ça allège et donc diminue la charge d'enseignement, le nombre d'heures de cours de philo, et qui est plus optionnel. Donc voilà, c'est sujet à contestation. Je souriais tout à l'heure parce que vous avez dit le philosophe dans sa tour d'argent. Et en fait, la Tour d'Argent, c'est un restaurant à Paris. Et j'imaginais, en fait, on dit souvent la Tour d'Ivoire. Ah oui, pardon. Non, mais c'est génial. C'est génial parce qu'on voit le philosophe au resto. Là. Et j'ai adoré cette image-là, en fait. Donc c'est fait. Mais oui, sur la question des débouchés, ça c'est un gros problème qui en effet est très présent en France, même si c'est le seul pays où l'enseignement de la philo est obligatoire en terminale. Même s'il y a peu d'heures. Ouais. Voilà. C'est optionnel dans tous les autres pays ? C'est pas à ma connaissance. Et alors là, je peux me tromper parce que j'ai pas une connaissance exhaustive de tous les pays européens ni dans le monde, mais je crois que c'est le seul pays où c'est obligatoire. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça crée aucun débouché. On est encore aussi dans un discours qui oppose la science au reste. Et surtout quand c'est littéraire, la philosophie est considérée dans le domaine littéraire, et c'est pas très sérieux en fait. On peut passer du temps, on peut apprendre à penser, mais le concret, le dur, et ce qui va nous obtenir un travail, c'est ce qui est scientifique. Rien n'est plus faux dans les faits, c'est sans doute vrai, mais la philosophie est tout aussi utile au raisonnement. Rien que d'un point de vue scientifique, la philosophie est très utile, et de plus en plus d'ailleurs les choses sont faites en France pour que science et philosophie, y compris à la fac, puissent bosser ensemble. En fait, il faut surtout pas opposer les deux. Est-ce que c'est peut-être aussi là une surinterprétation de ma part, mais est-ce que on n'en revient pas à la dualité de Descartes, corps-esprit, où au final, aujourd'hui, pourquoi la science aux sciences scientifiques est aussi valorisée, c'est que beaucoup de choses passent par le corps, que la maladie, la mort étant ce contre quoi on essaye de lutter, ça s'est fait au détriment d'une forme de valorisation de l'esprit, alors que à mes yeux, c'est un peu la distinction entre santé physique et santé mentale. Moi, je milite beaucoup pour la santé mentale. On n'en parle pas assez. Ça sert à quoi d'avoir la santé physique si on n'a pas la santé mentale, en fait ? Mais c'est marrant parce que je pense que dans l'esprit de ceux qui considèrent que Descartes est du côté des sciences, ils mettent les sciences du côté de l'esprit, pas du corps. Et pour Descartes, le corps était plutôt un obstacle à la pensée, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que Descartes, dans ses textes, montre qu'il n'est pas du tout uniquement le dualiste qu'on a en fait, c'est-à-dire corps d'un côté, esprit de l'autre. Si vous lisez Les Passions de l'âme, qui est un texte génial, il montre au contraire, il s'intéresse aux passions, qui est le lien entre le corps et l'esprit. Donc il n'est pas du tout dans cette vision binaire qu'on en a fait. Et aujourd'hui, on dit les Français, on a un esprit cartésien, et quand on dit cartésien, ça veut dire très rationnel, très etc. Mais au contraire, plutôt dans le mental que dans le corps. Le préjugé, il est plutôt de cet ordre-là, de se dire de valoriser les choses de l'esprit sur celles du corps, mais que la science serait davantage du côté de l'esprit. Mais moi, je vous rejoins tout à fait. Je pense que c'est complètement absurde de distinguer les deux. D'ailleurs, dans l'histoire de la philo, il y a plein de philosophes qui disaient que c'était la même chose. Pour Spinoza, le corps et l'esprit, c'est 2 noms d'une même réalité, par exemple. Et pour d'autres philosophes, c'est le cas. Et moi, je vais même plus loin. Et c'est là-dessus que je travaille dans les livres que j'écris. C'est de montrer que finalement, on part toujours de l'expérience. Et le corps a une très grande importance chez moi, justement, parce que pour moi, c'est un point de départ à la pensée. C'est pas juste une illustration de ce qu'on va dire. Et c'est pas un obstacle. Ça peut l'être. Mais cet obstacle, lui aussi, il est fécond, il est nourricier. Et les pensées qui sont trop abstraites, qui sont désincarnées, elles me glissent dessus, au fond. Donc on a tout un travail aussi à faire pour reconsidérer le philosophe, ou la philosophe, se dire mais c'est pas quelqu'un qui est uniquement cérébral, etc. C'est aussi quelqu'un qui peut être de plein pied dans la vie,
mais qui est attentif à ses propres expériences pour les questionner et pour apporter quelque chose au fond. Et c'est pas quelqu'un qui justement de sa tour d'ivoire en argent va se pencher pour nous dire quoi faire. En parlant de vie, il y a une question que je voulais vous poser aussi quand vous avez partagé le fait que ça a quand même, ça vous a beaucoup questionné la mort de votre père et ça vous a ramené à votre propre vie, votre propre finitude. Qu'est-ce que vous avez changé après la mort de votre père dans votre vie? Est-ce que vous avez opéré consciemment des pivots, engagé dans de nouvelles activités, au contraire, cessé d'autres? Est-ce que ça vous a vraiment questionné sur votre parcours? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y a eu des changements directs, palpables. Il y a des choses que j'ai moins pu faire parce que ça me rappelait. J'ai pas touché ma guitare depuis qu'il est mort, par exemple, parce qu'il jouait beaucoup de la guitare et moi je joue pas très bien, mais j'y jouais volontiers et j'y arrive plus. Donc ça c'est un détail, enfin pour les autres, pas pour moi. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça qui font il y a des traces, des marques de l'événement, enfin comme des cicatrices au fond qui restent dans notre existence. Mais j'ai pas changé de manière de vivre. Il faut dire aussi que très peu de temps, enfin quelques mois après que mon père soit mort, j'étais enceinte quand il est mort. Et donc j'ai accueilli un bébé 8 mois après. Et donc ça, c'est un changement tellement radical que ça laisse moins de place à d'autres types de changements. Enfin, je veux dire, si j'avais eu envie de changement, j'ai été servie. Ouais. Avec tout ce que ça implique de difficultés, parce que c'est très difficile d'accueillir un enfant quand on vient de perdre son père. Mais justement, comment vous avez fait ça? Vraiment, je me suis posé la question en vous lisant, c'est comment on accueille la vie quand on accueille aussi la mort? C'est ça. C'est exactement la question. On fait comme on peut, hein, mais c'est là où la grossesse est pas si mal faite. Enfin, je veux dire, le fait qu'on ait 9 mois quand même pour se préparer. Déjà, quand on n'est pas en plein deuil, c'est difficile de se sentir prêt pour accueillir un enfant. De toute façon, on n'est jamais en paix avec ça et on se dit qu'on n'y arrivera pas forcément, que c'était pas le bon moment, qu'en fait, voilà, on peut être très heureux et en même temps, père comme mère, hein, et en même temps se dire, oh là là, comment on va faire? Et là, le problème était que je me sentais un peu écartelée entre la mort de mon père et donc la naissance de mon fils, et moi au milieu qui était tellement requise par ces deux choses que je me sentais même disparaître au fond. Et c'est d'où l'écriture de ce livre aussi, c'est de se dire comment on peut être happé par le trou de la mort et en même temps totalement requise par l'espèce de stupéfaction de la naissance, et de les mettre en parallèle. C'est troublant, un corps qui disparaît, un corps qui apparaît, un dernier souffle, un premier souffle. Quand on les vit vraiment de manière aussi proche, on n'en sort pas indemne. Et au milieu, moi, je me sentais comme là, pour ceux qui ne me voient pas, j'écarte les bras. Je me sentais vraiment écartelée entre les deux et j'essayais de faire tenir les deux. Et il fallait que moi, je tienne bon. Sans investir la naissance de mon fils comme étant une consolation possible, ce qui aurait été vraiment dramatique. Et je le dis dans le livre, on ne fait pas un enfant comme on se sert d'un mouchoir. Et puis ça peut pas être quelque chose que je lui fais peser sur les épaules. Donc, en plus, je voulais prendre soin de dissocier les deux parce que c'était deux choses différentes, complètement différentes. Je n'ai pas fait un enfant pour pouvoir me consoler de la future mort de mon père, évidemment que non. Donc voilà, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête à ce niveau-là, et puis je l'ai écrit. Je pense que c'était aussi une manière de le vivre, au fond, de se dire, c'est ce que je vous disais, quand on peut rendre intéressant quelque chose, une telle épreuve, déjà c'est une manière d'être du côté de la vie. Même si on sait que, c'est la première phrase du livre, hein, qu'on n'y arrivera pas, parce qu'écrire sur la mort, sur ce genre de choses, c'est un échec assuré. Celui qui écrit, même s'il rate, il est en vie. Et c'est une manière de se rassurer, et puis c'est une manière d'être dans ce qui m'importe le plus, vous l'aurez compris, cette espèce de devenir, quoi, de continuer la transformation. Je dois dire que cette année-là, j'étais servie en transformation. Ouais. 1 an après, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? 2 ans après. 2 ans après, pardon. Parce que le livre, justement, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que après, il y a ce que j'ai vécu, puis j'ai choisi d'en faire un livre, donc je retravaille la matière que j'ai vécue. J'ai travaillé pour que ce soit le plus à vif possible, et comme si on vivait avec la narratrice mois après mois, l'année qui a suivi la mort. Mais c'est un travail littéraire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes avec ce que moi j'ai vécu, et c'est pas grave. C'est pour ça que je parle de la narratrice, bien sûr que c'est moi. Mais c'est à partir du moment où je donne la parole, où je dis je, et qu'il y a une narration, et ça j'y tiens, parce que je veux qu'il y ait de la narration même dans la réflexion philosophique, ça devient un objet extérieur à moi, au fond. Et donc, à la fin du livre, la narratrice boucle la boucle. Le livre commence en hiver, printemps, été, automne, et il y a de nouveau un hiver. Et elle dit, voilà, ça fait 1 an, et 1 an, ça veut dire que c'est vraiment arrivé. Enfin, il y a un anniversaire, mais de la mort. Et donc là, voilà, ça va faire 2 ans. Je peux pas vous dire exactement ce qui change. Ce que je sais, c'est qu'au moment où on se parle, on est le 1er février, et que je me suis dit ce matin, février, est-ce que c'était le mois de son anniversaire, le mois de sa mort aussi? Et je me trouvais de mauvaise humeur ce matin, et puis quand j'ai compris ça, je me suis dit, voilà, peut-être que ça va être un mois compliqué. Ouais.
Et vous l'acceptez toujours J'accepte. avec votre... C'est vous la Je sais stoïcienne, pas, finalement. non, mais non, parce que je sais pas si je l'accepte, non, parce que ça me rend infiniment triste et... Non, en fait, c'est pas que je l'accepte, c'est que je m'en plains pas. En fait, c'est plutôt la plainte que je trouve inutile. Je préfère... oui, vous avez peut-être raison, j'accueille la tristesse, voilà, je sais pas, mais je crois que je me compliquerais la tâche si en plus je refusais d'être triste, si en plus je faisais en sorte de pas vivre les choses comme je les vis. Puis j'ai pas assez d'énergie pour ça. Voilà, j'essaie de la préserver pour la donner à d'autres choses. C'est sage. Là aussi, je sais grande pas si sagesse. c'est ça, je sais pas. Je voulais vous parler de la paix. Il y a une phrase que vous partagez. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas la tranquillité. On fait la paix. Alors moi, quand j'ai lu ça m'a interpellée. Je me suis dit, on fait la paix, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi être en paix ? Et est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la tranquillité ? En fait, c'est pour dire que la paix n'est pas un état de fait, que c'est un travail. Que la paix, ça se construit et que c'est jamais acquis et qu'on doit sans cesse, un peu comme l'amour, que les choses sont jamais acquises une fois pour toutes et qu'on peut toujours partir du principe que ça peut se perdre. Et c'est ça que je voulais dire, qu'il suffisait pas. C'est un peu comme avec les stoïciens. Est-ce que l'absence de douleur suffit à parler de bonheur ? Et ben, est-ce que l'absence de guerre suffit à parler de paix ? Je crois pas. Et je pense que la paix, non seulement c'est un travail, mais c'est un contenu, c'est plein. C'est pas la suspension de quelque chose, c'est la construction de quelque chose. Et donc, ça demande énormément d'énergie et donc, oui, de travail. Est-ce que c'est la tranquillité ? C'est une excellente question, parce que dans mon premier livre, La vie ordinaire, je parlais beaucoup de l'intranquillité et de ses vertus. Et de dire qu'au fond, l'intranquillité, cette espèce d'aiguillon là qui nous titille, c'est peut-être ça qui nous maintient en vie. C'est un moteur dans l'existence. Un peu comme l'inconsolable dans mon second livre, en fait. Vous aimez bien ce préfixe. Ouais, est-ce que c'est vous avez raison, est-ce que c'est le préfixe ou en tout cas, ces deux mots, intranquillité et inconsolable, ils sont liés et... Ils vont à l'opposé de ce qu'on entend d'habitude. C'est peut-être ça aussi, la contre-pensée. Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est des moteurs. Mais c'est vrai que j'aime bien voir des vertus à ce qu'on rejette d'habitude. Pas par principe, mais en l'occurrence, oui. Parce que là, je dévie un peu, mais c'est intéressant de le dire aussi, c'est que je m'inscris en faux contre... je parlais d'injonction à la consolation, mais toute cette pensée, ces ouvrages et ces discours qu'on entend qui sont dans un encouragement à aller vers je sais pas, une vie réussie, comme si ça existait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui est dans un truc uniquement surpositif, et qui mise, et je trouve ça profondément malhonnête, parce qu'ils surfent sur le mal-être des gens pour vendre des bouquins et dire mais voyez, moi je vais vous montrer comment aller mieux, et les gens se disent ah bah oui c'est vrai, je vais aller mieux, et du coup ça leur apporte de la satisfaction de se dire qu'ils vont prendre soin d'eux pour aller mieux, mais au bout ils iront jamais mieux, parce que ce qui est proposé c'est pas du tout une recette de bien-être, et ça veut pas dire grand-chose. Et donc moi j'aime bien plutôt creuser la voie qui permet d'explorer des choses qu'on penserait être un obstacle au fait d'aller bien, et qu'en fait qui sont peut-être indispensables au fait d'aller bien, et voilà. Mais ça c'est la déformation philosophique où on essaie de défaire les évidences et de montrer que ce qu'on considérait comme un problème est en fait ultra fécond, et c'est d'arriver à nommer le problème qui peut nous aider plus que trouver la réponse, au fond. Ça me fait poser plein de questions. Déjà, quand vous dites qu'une vie ne sera jamais réussie, moi je suis pas d'accord. Une vie peut être réussie. Ah, j'ai pas dit qu'une vie n'allait jamais être réussie. J'ai dit que je me méfiais des gens qui écrivaient des manuels pour réussir sa vie. Comme si le manuel allait nous permettre d'y parvenir. Comme s'il y avait qu'une façon, comme s'il y avait une recette. Et comme s'il y avait une seule façon d'y parvenir. Au contraire, moi je vis pour essayer de réussir. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est qu'un côté performance. Mais j'ai envie d'avoir la meilleure vie possible, celle à laquelle je peux prétendre. C'est justement, lorsqu'on remet notre dernier souffle, se dire c'est ça. J'ai été heureuse. Voilà, pour vous c'est le bonheur, pour d'autres c'est la paix. Pour d'autres, c'est le fait de se sentir utile. L'altruisme, dire mais j'aurais aidé des gens, j'aurais aidé. Voilà. Pour moi, c'est lié au bonheur quand même. Après, c'est peut-être dans mon prisme, mais pour moi, le bonheur englobe tout ça. C'est le fait d'avoir été en paix, le fait d'avoir aidé, le fait d'avoir contribué, le fait de ne pas forcément avoir de regrets. Voilà, mais après, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. Il y a des bonheurs plus individualistes que d'autres, et c'est pas un jugement de valeur. C'est vrai. Il n'y a pas d'hierarchie tellement dans le bonheur. À part quand il s'agit de faire du mal aux autres. Mais... C'est ça, après, parce qu'il n'y a pas de morale, au fond, dans le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, c'est très intéressant que vous parliez de morale, parce que je me demandais quand est-ce que j'allais le placer. Cette réflexion qui m'a beaucoup questionnée. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de réponse, mais c'est aussi ce qui est beau avec la philosophie, c'est qu'il s'invite plutôt à poser des questions qu'à apporter des réponses. Mais vous partagez la vision d'Hegel, pour qui, en gros, le maître, c'est celui qui est prêt à risquer sa vie, donc qui est prêt à la perdre, alors que Lanzmann... au contraire, lui, il préfère la vie à tout, même la vie soumise,
s'il est sûr de pouvoir la conserver et non la perdre. Moi, ce qui me dérange un peu avec cette vision, mais c'est là où, en fait, c'est peut-être en effet la question juste de la morale et de la vie personnelle, mais si on suit Lanzmann et qu'en fait, on privilégie la vie à tout, ce qui peut sembler noble, du coup, on cautionne les collabos. On pourrait même pas tellement envoyer des hommes défendre un pays, par exemple, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, parce qu'en fait, la vie vaut mieux que tout, donc on va pas sacrifier des gens. La notion de héros, même, n'aurait pas de sens. Enfin, ça m'a beaucoup questionné. Ouais, mais c'est passionnant. Ouais. Mais alors, moi, je dis pas que je préfère l'un ou l'autre, hein. Pas du tout d'ailleurs. Vous présentez les deux. Ouais, et c'est ça qui est passionnant, parce que quand je réfléchis à partir de la manière de vivre la fin de sa vie. Et de se dire, mais au fond, il y a des personnes qui arrivent très bien à en parler, d'autres pas du tout. Moi, mon père n'en parlait pas spécialement, ça le rendait pas moins digne. Et donc, il y a toute une réflexion sur la valeur qu'on accorde à la vie et dont on la conçoit quand on s'apprête à mourir. Et au fond, je dis que... Alors bon, là, on va très vite et je peux pas faire un cours ni sur Hegel, ni sur Lanzmann. Certes. Et surtout que c'est très condensé même dans le livre. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie la vie ou la liberté ? Sachant que parfois, la liberté peut aller contre la vie. Et parfois, la vie peut sacrifier la liberté. Est-ce que vous préférez être un prisonnier en vie ou un homme libre qui prend le risque de mourir ? On peut le dire comme ça. D'accord. Et ça, c'est fondamental comme question. Parce que Lanzmann, donc Claude Lanzmann, qui a écrit un livre qui s'appelle Le lièvre de Patagonie, qui est absolument génial, décrit dans ce livre, il s'interroge sur des personnes qui sont prêtes à accepter des situations absolument intolérables au nom de la vie. Ça ne veut pas dire que Lanzmann lui-même, qui en plus a été quand même quelqu'un de loin d'être lâche, qu'il cautionne la soumission, mais il veut dire que parfois que la vie puisse reprendre le dessus. Y a-t-il pas un amour de la vie qui peut l'emporter sur les conditions de vie ? Alors vous avez raison, si on suit ça, ça veut dire peut-être, du coup, si on privilégie toujours la vie, il n'y a plus de soldats, donc il n'y a plus d'armée, donc il n'y a personne pour aller défendre les Ukrainiens, par exemple. Il n'y a personne pour défendre un pays, il n'y a personne pour défendre même quelqu'un d'autre. Si on veut à tout prix rester en vie plutôt... Je sais pas, peut-être qu'on se dirait, on va pas protéger ses enfants parce qu'on préfère rester en vie. Donc on arrive très vite à des paradoxes. Et ça, philosophiquement, c'est absolument passionnant. À l'inverse, si on privilégie la liberté, ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour quelque chose, pour un idéal, pour des idées, comme la chanson de Brassens. Hein. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, ça veut dire ne nous empressons pas trop non plus de mourir pour une idée parce qu'on peut changer d'idée et que la vie a quand même un prix. Et ça, on peut le voir d'ailleurs dans la société. Il y a différents types de tempéraments avec une infinité de nuances entre les deux, mais il y a certaines personnes qui savent très bien qu'ils sont prêts à mourir dans l'exercice de leur métier ou de leur passion. Certains alpinistes, certains athlètes, certains pompiers, je sais pas, des gens qui savent très bien, qui prennent le risque de mourir. Et c'est même pas qu'ils préfèrent vivre comme ça, je pense que ils ne se voient pas vivre autrement et qu'ils ont besoin de savoir qu'ils jouent leur vie à chaque fois pour rester en vie. Et donc ça, pour se sentir vivre. Oui, c'est ça, si vous voulez. Ouais, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire pour justifier le fait de rester en vie, au fond, donc vivre tel qu'ils l'entendent. Et ça, on peut l'opposer à d'autres personnes qui aiment tellement la vie ou qui ont tellement peur de mourir, ce qui sont deux choses très différentes, qui justement ne feraient jamais une activité qui les exposerait directement. Et ça, on peut se le dire, même... alors, il y a les cas dramatiques de la guerre, des choses comme ça, mais il y a même dans les loisirs, voilà, il y a des activités dangereuses que certaines personnes adorent faire. Et d'autres disent, mais c'est complètement con, en fait, que là, tu trébuches, tu meurs. Et voilà. Ouais. Et là, on a deux approches très différentes de la vie, là. C'est vrai. Et je parle dans ce passage-là de Stig Dagerman, qui a écrit un livre, là aussi très petit, dont je recommande la lecture, qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », au titre magnifique. Et donc, il parle aussi de l'inconsolable, puisque c'est vraiment le thème de mon livre. Et lui qui dit, mais moi, une vie soumise, une vie sans désir, ça ne m'intéresse pas une seconde. Au fond, si c'est pas une vie que j'ai choisie, et une vie qui correspond à ce que moi j'ai envie d'en faire, la vie ne sert pas à grand-chose. Et c'est un homme qui s'est donné la mort qui dit ça. Donc, vous voyez, jusqu'où c'est pas juste des idées, parce que quand on parle de philo, on se dit, mais c'est d'accord, c'est dans les livres, mais ça peut aller jusque-là. Ça peut, la cohérence à soi et ces idées que l'on défend, peuvent avoir une conséquence directe sur notre propre vie. Il y a quelques derniers sujets que je voulais aborder avec vous. Il y a le sujet de l'injustice que vous avez un petit peu abordé dans le livre. J'avoue que moi, je crois que je l'aurais abordé plus, mais comment
dépasser, peut-être accepter, le sentiment d'injustice, justement, quand un proche tombe malade? Vous le disiez, votre père était jeune, enfin... Voilà, c'est pas comme s'il y avait des raisons à tomber malade forcément, mais il n'avait pas l'air d'avoir particulièrement mis sa vie en danger. Et ça, c'est, je pense, quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à accepter. Ouais. Alors, j'ai beaucoup ce retour-là, et c'est vrai qu'à aucun moment, je n'ai eu un sentiment d'injustice. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, hein, mais c'est peut-être mon côté lucide cette fois-ci sur la mort. Justement, vous parlez de résignation, que vous arriviez à vous résigner. À partir du moment où, de toute façon, la mort va arriver... et que nous sommes des êtres humains corporels, donc possiblement malades, et qu'on est tous, parce que mon père était malade, on est tous susceptibles de tomber malade à un moment ou un autre. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Je voyais même pas l'intérêt de me poser cette question-là, et je me la suis jamais formulée comme ça. Mais je ne peux pas vous expliquer plus, je sais que je l'ai beaucoup entendu, et quand j'en parlais aux gens, me disaient « Ah ouais, c'est vraiment injuste », mais j'ai pas eu de sentiment d'injustice, j'ai même pas eu de colère, je crois. C'est pas par la colère que ça s'est... Parce que la colère... implique... On peut y faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et une cause objective. On est en colère contre quelque chose, contre quelqu'un. Contre qui voulez-vous être en colère ? Dans la mesure où je ne crois pas en Dieu et où je ne pense pas qu'il y a un ordre prédéfini ou établi à l'univers et à notre vie d'être humain ici-bas, la colère n'avait aucun sens. Et enfin là, je le rationalise, mais c'est vrai que je n'ai pas eu ces sentiments-là qui me traversaient. Est-ce que c'est de l'acceptation ? Je ne sais pas. Et là encore, à chaque fois, l'image qui me vient quand vous me posez ces questions-là, où je me dis, mais est-ce que je l'ai choisi ou pas ? Je l'écarte, c'est perte de temps, enfin inutile. Je préfère accueillir, pour le coup, ce que mon père allait vivre à ce moment-là. Il y a aussi ça, et ça je le décris beaucoup dans le livre, je crois, et je l'ai même compris en l'écrivant, c'est que je me suis beaucoup mise à la place de mon père. À la différence peut-être de mes frères avec qui j'ai vécu cette expérience-là, et donc il y a ce que moi je vivais, mais j'essayais de comprendre comment lui vivait les choses. Et ce qui est très bizarre comme manière de faire, et il y en a plein d'autres. Hein. C'était la forme qu'avait mon empathie de s'exprimer. Et lui-même n'étant pas du tout... Je l'ai jamais entendu dire c'est injuste. Jamais. Dire qu'il n'avait pas envie de mourir, oui, mais pas pourquoi moi, à aucun moment. Je pense que c'est beaucoup une question de tempérament au final, hein, et de rapport qu'on a avec ce qui nous tombe dessus. Enfin, je pense que c'est une forme d'acceptation là encore, quoi. Il avait, parce que moi je pense vraiment que spontanément, je me dirais mais pourquoi moi, ah ouais. Après, je passerai vite à autre chose, parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse. Hein. C'est pas comme si on allait me répondre. Hein, mais Non, mais je comprends ce geste-là. Et peut-être que je l'aime et qu'il est très enfoui, et que je le verbalise pas, et je le conscientise pas. C'est possible. Hein. C'est pas ça qui prend le dessus, c'est vrai. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Adèle, j'ai 3 dernières questions pour vous. S'il y avait une ressource que vous pouviez nous recommander, que ce soit un livre, un film, un podcast, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ? L'album de Keith Jarrett qui s'appelle le Köln Concert, le concert de Cologne, qui est un album de piano entièrement improvisé, d'une beauté incroyable, et qui est un des points de départ du livre, parce que pour moi c'est à l'image de ce qu'on essaie de faire dans l'existence. On improvise beaucoup, et dans le meilleur des cas, il y a cette beauté incroyable qui surgit. Super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Si jamais vous pouviez entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? Quelqu'un de vivant ? De préférence ? Que vous pourriez inviter. Voilà. C'est pas un rêve, genre à quelqu'un disparu. Non, alors, sinon, si ça vous tient à cœur, on peut en dire 2. Une personne morte et une personne vivante. J'aimerais bien entendre Nietzsche à votre micro, si vous pouvez faire quelque chose. On va essayer, la réalité doit se plier à ma volonté. Vous pourriez recevoir, j'aimerais bien entendre Géraldine Mosna-Savoie, qui est une philosophe avec qui j'ai présenté l'émission pendant des années, qu'on n'entend pas beaucoup, et qui a écrit un bouquin sur le mou, la mollesse. C'est vachement intéressant. Et ah ouais, ça peut être, dit voilà. Comme ça, ça m'interpelle. Mais voilà. Ok, super, merci pour la recommandation. Et je vais vous poser du coup la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie ? J'aime pas beaucoup le mot pouvoir, donc je me le dis pas comme ça, je préfère celui de puissance. Quelle distinction vous y apportez ? Le pouvoir a un truc de vertical, d'emprise et de contrôle, alors que la puissance, c'est vraiment l'accroissement de sa force. Au fond, il y a quelque chose de plus horizontal, ça implique pas les autres. Le pouvoir quand même implique une hiérarchie avec les autres, et dans mon existence, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors ça marche pas, prendre la puissance de sa vie, mais faire en sorte que la vie que je mène puisse ressembler au maximum à celle que je désire. Voilà, ce serait ça en fait, à arriver à me sentir, à reprendre ma vie en main, comme on dit.
voilà, prendre en main, ce serait ça. Ne jamais lâcher ce goût pour la transformation et le devenir qui m'anime et d'essayer de faire en sorte de continuer à faire tout ce qui me plaît le plus possible. Super, écoutez, merci beaucoup Adèle. Merci Louise, merci pour ce très bel échange. J'ai étonnamment apprécié parler mort et tristesse avec vous. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous, sur vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige ? Je sais pas, j'ai Instagram. Pas, ouais, mais il est pas très intéressant mon Instagram. Je suis très mauvaise, je suis pas du tout. Enfin voilà, c'est assez. Je sais pas. C'est vous qui choisirez. Ok, voilà, je mettrai votre nom, le lien du livre et de la maison d'édition et comme ça, vous aurez toutes les infos. Okay. Merci beaucoup Adèle. Merci Louise. Au revoir. Au revoir.